nous allons ce matin commencer. Je veux que j'appelle Stéphane. Je ne suis pas sûr qu'on va réussir à commencer. Par l'homme qui est donc ici présent, Éric Lenoir, qui est peut-être fauché, sûrement écolo, mais à mon avis, sûrement rebelle aussi, mais certainement pas fainéant, qui a travaillé tard pour préparer cette intervention de ce matin, et qui est donc avant tout peut-être l'homme en iste, pépiniériste, paysagiste. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre en iste? Naturaliste. C'est même pas moi qui l'ai dit, mais aussi naturaliste. Bon, tout n'est pas anticonformiste. Peut-être. Mais aussi punk, donc tout n'est pas en iste, puisqu'il est l'auteur, là je vais pas y arriver avec ma seule main, c'est l'auteur, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, il est à l'entrée, le grand traité du jardin punk, comment apprendre à ne pas jardiner, un traité de non-jardinage, ou d'un jardinage autrement. C'est peut-être une résilience autrement que Éric va nous développer, puisqu'il va appréhender la résilience à partir de son expérience, ses rencontres, ses voyages, comme il l'a fait dans ce livre d'ailleurs, appréhender la résilience à sa façon. C'est ça? Je crois. D'une certaine façon? Voilà. Alors on y va, j'éteins mon micro. Merci. Alors, voilà, appréhender la résilience, c'est très pompeux comme titre, mais j'aime bien. L'idée étant de voir ce qu'on considère comme étant la résilience. Je vais vous passer énormément de photos. Je ne vais pas forcément m'arrêter longtemps sur chaque, mais j'ai besoin de m'appuyer sur ce visuel. Et je pense que les informations passent toujours mieux avec. La première question à se poser, c'est pourquoi sommes-nous résilients? Ou pas d'ailleurs. Pourquoi sommes-nous résilients aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on est en train de parler de résilience ici et maintenant, ensemble, et avec vous et tout seul dans nos coins? Parce qu'on a besoin en fait. On a un exemple là de ce qui s'est passé quand les premiers colons sont arrivés en Australie et qu'ils ont, les converts, les prisonniers qui ont été envoyés en Australie par les Britanniques, qui ont fait pour leurs tout premiers actes sur place, ont consisté à détruire une bonne partie de ce qui existait pour pouvoir s'implanter à la façon dont les Britanniques s'implantaient. C'est une forme de résilience pour les prisonniers qui sont devenus des bergers, qui sont devenus des mineurs, qui sont devenus plein de choses, qui sont sortis de leur statut de prisonniers, pour ceux qui ont survécu, et au voyage, et à leur arrivée sur place, et aux maladies, de tout ce que vous pouvez avoir. Mais bon, l'arrivée, c'était la destruction. Quelques années après, là on est en 1788 à peu près, vous avez Port Phillip, qui sera la future Melbourne, qui donnera sur la future Melbourne, qui est déjà un truc avec 3 voies de chemin de fer sur le côté, des centaines de voiliers qui arrivent de Grande-Bretagne, qui exportent l'or d'Australie et la laine d'Australie, qui rapportent des moineaux par milliers pour lutter contre les moustiques de Grande-Bretagne, avec des implications environnementales qui sont déjà complètement dingues. On fait un petit saut dans le temps, et voilà, 1947, à l'est de Paris, Marne-la-Vallée. Quelques années plus tard, le même endroit. On peut parler aussi de... Qu'est-ce qui se passe là? J'ai un doigt qui n'est pas résilient. On peut parler du Qatar, on peut parler de Bahreïn, on peut parler de tous ces endroits-là qui transforment considérablement les espaces ou des espèces vives, et des humains aussi, pour en faire autre chose. On peut parler de l'agriculture, qui a donné des paysages fabuleux. Je ne sais pas si vous voyez, il y a un noyer là au milieu. Celui-ci, je me suis amusé à le mesurer grâce à un outil extraordinaire qui s'appelle Géoportail. L'arbre le plus proche doit être à 1,5 km. De toute façon. On a le réchauffement climatique et ses effets fabuleux. Là, c'est dans l'Hérault, où on a des essences qui ont résisté pendant des siècles et des siècles et des siècles aux sécheresses, qui sont en train de mourir ces étés qu'on connaît aujourd'hui. En fait, ils meurent dès le printemps, ce qui est la grosse différence. Des arbres adaptés à subir des étés très chauds et très secs ne le sont pas forcément pour des printemps très chauds et très secs. On affronte la Bretagne avec les monts d'Arrée qui flambent. Je ne sais pas si vous voyez tout ce qui est noir derrière. Là. C'est un petit bout des incendies des monts d'Arrée de l'été dernier. Voilà quand on est dedans. Alors, résilience, on peut parler de la fougère qui est résiliente, on peut parler du milieu qui va changer. On va parler de l'anthropocène, qui est un terme qu'on peut tout à fait contester, qui considère que l'humain va laisser sa trace géologique. L'humain d'aujourd'hui, l'humain industriel, l'humain de la société de consommation, laisse une trace géologique qu'on peut d'ores et déjà observer à certains endroits. Ça, c'est une coupe faite en Belgique, assez intéressante, où on voit le plastique, avec des marqueurs qui sont les marqueurs de notre époque, qui sont le plastique et les os de poulet, principalement. C'est assez rigolo. Alors,
On conteste non pas la notion d'anthropocène en tant que couche géologique, quoique certains considèrent que ce sera trop fin pour dire que ce sera une couche géologique, puisque c'est voué à disparaître probablement assez rapidement. L'autre sujet, c'est que anthropocène sous-entend que c'est l'être humain qui pose problème. Or, contrairement à ce qui a peut-être pu être dit hier en introduction par Boris Cyrulnik, c'est pas l'humain qui est fondamentalement mauvais, c'est pas l'humain qui est fondamentalement problématique, c'est une partie de l'humanité qui a tendance à poser sa marque un peu partout. Et ça, on peut démontrer aujourd'hui. Je vous invite à lire un livre extraordinaire de David Graeber et David Wenrow qui s'appelle « Au commencement », qui établit aux alentours de 1000 pages exactement tous les autres types de civilisations qu'on a pu connaître, qui ne sont absolument pas ce qu'on est en termes d'impact. Et en termes de justice aussi, sociale notamment. Voilà, donc dès lors, on parle de résilience. C'est super la résilience, le gouvernement nous parle de résilience, il faut être résilient, c'est bien, on va s'en sortir, ça va être génial. La résilience, super. Mais comment dire est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Je vous propose un animal résilient ici. On est à Charleroi, en Belgique, sur un terril, où effectivement la nature est extrêmement résiliente, puisqu'elle réapparaît à la place d'un terril qui était totalement inerte, issu des mines, etc., qui avait une forte végétation. Et là, vous avez un cochon mexicain aveugle. C'est la nature et sa résilience. Ça peut aussi prendre des formes un peu étranges. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est mal ? J'en sais rien. Ce cochon aveugle survit. Les humains ne le tuent pas. Il s'est échappé de quelque part à un moment. Et tout le monde connaît ce petit cochon sur ce terril qui s'appelle Martigny et qu'on croise de temps en temps comme un sanglier étrange venu d'ailleurs. Donc, ce qui convient, c'est peut-être d'établir une grille de lecture sur ce sujet. Par exemple, on peut dire que cet oiseau est résilient. Voilà. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ? J'en sais rien. Petite info, nous sommes derrière la centrale nucléaire de Dampierre, dans le 45, dans le Loiret. Et comme dans de très nombreuses centrales nucléaires, tout autour, vous avez une zone horticole, puisque les horticulteurs sont très contents d'avoir de l'eau chaude gratuite pour chauffer leurs serres. L'énergie est gratuite, en fait, pour les horticulteurs. Et là, on produit énormément de jeunes plants qui vont servir aux pépinières que vous trouvez partout. Et autre anecdote, le métier des pépiniéristes se casse bien la figure, et même s'il est en train d'essayer de renaître. Et ça, c'est une des nombreuses pépinières qui ont fermé ces 10 dernières années en France, qui embauchait une centaine de personnes. En tout cas, est-ce que c'est acceptable d'être résilient dans des conditions pareilles ? Est-ce que c'est tolérable ? Est-ce que c'est efficace ? Est-ce que l'animal est chanceux ? Ou est-ce que c'est un animal vivant et c'est super ? Ou est-ce que c'est juste un animal survivant et, mon Dieu, comment est-ce qu'il faut appréhender ça ? Je peux aller plus loin. Est-ce qu'ils sont résilients, ces gens ? Ces gens qui sont passés à travers des océans, des frontières, qui ont été tabassés à certains endroits, qu'on a essayé de noyer. Ils sont là, ils sont survivants. Ils sont parfaitement résilients. Ils arrivent encore à vivre malgré tout ce qu'ils ont subi. À gauche, voilà, comme ça. À droite, un peu plus intéressant, il y a même un jardin à droite. Et ce sans domicile fixe a créé son petit jardin devant sa tente, juste derrière les Invalides à Paris. Est-ce que c'est acceptable, tolérable, efficace, chanceux, vivant, survivant ? On peut se poser exactement les mêmes questions. Même chose avec ça, jardin botanique de Kiev, en Ukraine, ce charmant pays que tout le monde connaît actuellement, plus que d'habitude encore, qui est un des jardins botaniques qui était un des plus importants d'Europe, avec la plus grande collection de lilas au monde. Un peuple qui aime beaucoup, beaucoup les jardins, les Ukrainiens. Et donc le bassin a subi le post-communisme de façon assez flagrante. Plus personne pour s'en occuper, plus besoin de démontrer certaines choses, et quelque chose vit dedans. Alors, est-ce que c'est plus intéressant d'avoir la réapparition de la nature, qui est pour le coup très très résiliente, on est sur du béton, et quelque chose se passe qui permet de revivre, avec une diversité qui est bien supérieure à celle qu'il y avait à l'époque où il était en service. La question se pose. On peut parler de résilience alimentaire aussi, un gros sujet actuellement. Bienvenue au-dessus de Rungis. Ah oui, c'est là que toute votre nourriture flue. Est-ce que vous savez l'autonomie alimentaire d'une ville comme Paris ? Alors, je vais commencer par Bordeaux. Bordeaux, c'est 7 jours. 7 jours. Si on arrête les approvisionnements venus de l'extérieur, Bordeaux tient 7 jours en nourriture. Paris, 3. Voilà. Malgré ce gros truc là, le mine de Rungis. Voilà, le marché d'intérêt national de Rungis. On est perdu par rapport au Moyen-Âge, en fait. Ah on est perdu par rapport à beaucoup de choses. Notamment le Moyen-Âge. C'était 1 ou 2 mois dans les châteaux. Largement.
Même chose, voilà, là on est content. On a un terril qui a survécu à la fin de l'industrialisation à Charleroi encore en Belgique, qui est une ville assez emblématique pour tout ça, avec les hauts fourneaux derrière. Et dessus, on a une réapparition de la nature, dont on peut dire qu'elle est résiliente, sous forme d'une plante qui vient d'un autre pays, qui est le buddleia, l'arbre papillon, qui pose des problèmes environnementaux, notamment parce que les papillons qui viennent très nombreux s'y nourrir ne peuvent pas y manger quand elles sont au stade de chenilles. Donc ils se reproduisent sur place, mais les chenilles ne peuvent pas survivre. Donc on a un drainage de la population de papillons depuis l'extérieur, qui deviennent très abondants, mais dont toute la progéniture meurt, parce qu'il n'y a pas assez à manger, faute de diversification. Avec un autre exemple qui est très rigolo, c'est un incendie qu'on voit. Les terrils continuent de brûler. Régulièrement, il y a des feux qui réapparaissent sur les terrils à certains endroits. Bon, ça fait partie du renouveau de la vie aussi. Par ailleurs, on a d'autres manifestations de la résilience avec des gens qui vont squatter des terrains en ville. Là, c'est encore à Charleroi, je suis désolé, à gauche. À droite, c'est dans Lyon, à Joigny. Où, alors, à droite, c'est pas un squat, c'est la nature qui réapparaît spontanément pour plein de raisons. C'est-à-dire qu'on se rend compte que c'est pas mal de faire des économies d'énergie en tondant moins. Et puis finalement, plutôt que de fleurir avec des plantes qui coûtent une fortune à des gens qui ne les aiment pas forcément, leur offrir la flore naturelle et spontanée, c'est pas si mal que ça. Et en plus, contribuer à la biodiversité, et en plus, on réduit les îlots de chaleur. Bref. Et à gauche, il y a ce côté très intéressant, en fait, qui est le statut provisoire. Ces gens sont tolérés sur une friche urbaine parce que, pour l'instant, il n'y a pas de projet immobilier. Et donc, on a cette vulnérabilité qui accompagne ces projets de résilience qui permettent à des gens de produire un peu de nourriture, parce que clairement, c'est ce qui est fait. C'est pas juste un endroit pour boire des coups. On produit de la nourriture pour améliorer l'ordinaire, et qui savent que du jour au lendemain, ils peuvent être virés de là. Et ça rappelle aussi la mobilité et le rapport à l'ancrage. Quelque chose d'assez compliqué à comprendre pour des jardiniers en général. Le réensauvagement spontané, donc, qui se manifeste énormément. Encore sur un terril, vu du ciel, c'est assez dingue. On voit que cet endroit totalement minéral est en train de se revégétaliser. On peut en apercevoir un autre au loin, totalement boisé. Tout ça n'ayant fait l'office d'aucune sorte de plantation. N'importe quelle friche urbaine ou industrielle va se réimplanter en flore spontanée. Dans un premier temps, par une flore qui est dite pionnière, qui va occuper une place libre, et qui va préparer le terrain à un autre type de flore et d'autres espèces, même animales, qui ne seront plus les mêmes. On va avoir la réapparition de la nature sous plein de formes en ville. Et tous ces aménagements complètement foireux qu'on a partout, que vous connaissez tous, sur des rocades, des contournements de villes, des zones industrielles, des zones d'activité, etc., qui sont gérés d'une façon épouvantable, accueillent malgré tout une faune et une flore spontanée. C'est peut-être parce que ça ressemble un peu à ça, en fait, quand on réfléchit aux choses différemment. Et probablement que si on laissait uniquement la flore spontanée apparaître, on aurait quelque chose qui ressemblerait beaucoup plus à ça qu'à ça. Un parc public dans la charmante ville de Pripyat, en Ukraine. Pripyat étant la grosse ville qui est dans la zone d'exclusion de Tchernobyl. Un jardin public entre des immeubles, vous le laissez 30 ans sans entretien, ça devient ça. De même, vous abandonnez un site industriel, en 20 ou 30 ans, ça devient ça à gauche. Et par ailleurs, vous avez des endroits qui n'ont pas été totalement abandonnés, mais qui n'ont pas été recouverts par des bâtiments, des zones industrielles ou autres, pour plein de raisons diverses, comme à droite, à Montreuil, juste en bordure de Paris, sur le plateau d'Avron, qui a été en fait exempté de la construction, notamment parce que c'était impossible géologiquement du fait des carrières de schiste, des carrières de gypse, pardon, et de la formation de gypse fer de lance qui empêchait de mettre des immeubles au-dessus avec des risques de fontis, d'effondrement. Donc on n'a pas urbanisé ces zones, c'est resté des jardins pendant très longtemps, et on a des résurgences de sources qui apparaissent encore là, ultra polluées parce que de l'industrie a réussi à s'implanter, mais ça vit. Enfin, ça vit autant que ça peut. Eric, une question. Tu as un avis sur l'industrie qui, aujourd'hui, où il y a des questions sur doit-on détruire un bâtiment industriel, un outil industriel, par rapport au fait de ne pas le détruire et de laisser la nature le recoloniser à sa manière ? Il n'y a que du cas par cas, en fait. Aussi bien dans la nature que dans les jardins, il n'y a que du cas par cas. Je ne peux pas dire mieux. Si on laisse faire, ça fera ce qui se passe à gauche. De toute façon, c'est toujours la nature qui gagne, mais ça, j'en parle après. Mais techniquement, il n'y a que du cas par cas. Là, par exemple, on a
Pripyat, 30 ans, un jardin public, les immeubles, vous les voyez derrière. On peut aussi dire qu'un champ devient ce que vous avez à droite en 10 ans. Alors, je triche un petit peu, c'était pas un champ, c'était un pré, mais 10 ans plus tôt, ce que vous voyez à droite était un pré parfaitement propre, entre guillemets, avec juste de l'herbe visible, et sans aucune forme de plantation, c'est devenu ça. De l'intérieur, ça donne ça. 10 ans. Je sais, c'est chez moi. Donc, on a la possibilité d'accompagner le mouvement. Et pour reprendre exactement ce qu'on se disait à l'instant, la nature gagne toujours. Enfin, c'est la nature. Mais sous quelle forme, ça reste à définir. Encore une fois, je vous montre les terrils avec les Buddleia, qui sont une plante qui vient pas du tout d'Europe, qui prend sa place et qui crée un nouveau type d'écosystème. On trouve la même chose dans des grandes villes comme Paris, par exemple, où on se dit, bon, ok, on a une friche qui s'est réensauvagée, on a un couvert végétal de 3 mètres de haut d'arbres papillons, avec les problématiques qui vont avec. Puis finalement, on découvre qu'il y a des papillons qui s'adaptent plutôt bien à ça, qu'il y a une petite fleur qui apparaît en dessous. Et on se dit, si on avait dû planter, ça nous aurait coûté une fortune. On n'était pas sûr que ça fonctionne. Et là, on a tout de même une forme de bénéfice déjà présent. Donc, ça consiste aussi à rendre aux espèces leurs espaces minimaux et leurs corridors. C'est très très important si on veut avoir de la diversité. Liège, en Belgique, avec une colline qui surplombe la ville, qui a été conservée assez intacte. Et sur laquelle maintenant on commence à trouver des jardins, il y a notamment un écomusée qui intègre des jardins partagés. Ça va être à peu près, non c'est même pas à peu près, c'est précisément à l'endroit que je vous ai montré tout à l'heure en photo aérienne à Marne-la-Vallée, le avant-après, la campagne, etc. Dans cette grosse pastille totalement urbanisée, vous trouvez encore ce genre de choses. Entre la voie de RER et une zone construite, vous avez un verger qui est resté là, on se demande miraculeusement comment, avec des endroits impénétrables, avec des sources, mais vraiment des sources, hein, c'est pas juste une mare, c'est une source, avec une eau qui est un petit peu de métaux lourds, mais ça va encore, et des corridors écologiques qui se maintiennent tout seuls, parce que des clôtures sont écrasées par des arbres, étant donné que ce sont des zones inaccessibles, des nouveaux passages se font. On va aussi repenser, on parle toujours de l'artificialisation des sols qui est une catastrophe, mais on oublie un peu trop facilement le transport et les infrastructures de transport qui sont extrêmement nuisibles à tout ce qui ressemble à de la faune et à de la flore. Même si on a une flore qui suit ces corridors, un peu comme ce que disait Patrick hier avec les animaux qui cassent les feuilles et qui vont permettre la multiplication, on a certaines plantes qui en fait sont très très présentes sur les corridors autoroutiers parce qu'elles se propagent par la dissémination de leurs graines par les courants d'air des véhicules. Et on a certaines comme ça, comme le Céneçon du Cap, qui vient d'Afrique, qui est en train de coloniser toute l'Europe par les autoroutes. Voilà ce que ça peut donner sur les bords des autoroutes. Vous avez peut-être eu l'occasion d'avoir la chance d'être pris dans un embouteillage et de pouvoir faire ce genre de photos. Mais c'est très très intéressant. Là, on est sur la 86, qui est le périphérique bis de Paris, qui est un truc épouvantable d'un point de vue de la circulation, et au milieu, un corridor écologique de dingue. On a aussi le retour à la continuité écologique, qui est quelque chose qui est parfois contesté, qui est parfois mal fait, mais qui consiste quand même à redonner accès à des animaux, notamment à toutes les zones auxquelles ils avaient accès. Là aujourd'hui, les programmes qui sont pour la sauvegarde du saumon, de la truite, des poissons migrateurs en général, que ce soit en l'anguille, etc. La Loire est très concernée par ça. On se rend compte qu'il y a beaucoup de seuils qui ont été créés qui empêchent le retour de ces espèces migratrices jusqu'à leur lieu de reproduction. Et donc, on commence à casser certaines infrastructures pour leur permettre de continuer. La continuité écologique étant ça. Ça va passer par la destruction des clôtures. Alors, on va parler de la Sologne, qui est un milieu complètement clos. Vous avez des hectares, des milliers et des milliers d'hectares de forêt, mais qui sont toutes closes. Et là, on a un énorme problème de brassage génétique et de possibilités de reproduction pour beaucoup d'espèces. Donc on peut faire sauter les clôtures. Ça passe aussi par la sanctuarisation. Le littoral. Alors c'est super le littoral. Vous aimez bien quand vous voyez la mer comme ça, mais en général, quand les gens voient la mer, c'est pas dans ces conditions-là. C'est avec des milliers et des milliers de touristes qui sont dessus. Sauf que vous avez beaucoup d'espèces qui vivent dans l'estran, qui est la zone qui se couvre et se dénude au bord de la mer, qui ne supportent pas d'être piétinées à longueur de temps. Vous avez beaucoup d'oiseaux qui se reproduisent sur les plages actuellement, dont les œufs sont couleur sable. Une fois que vous avez marché dessus, il n'y a plus l'espèce. Et c'est malheureusement le cas. À la sortie du confinement, ça a été un énorme enjeu pour les biologistes, les écologistes et tout ce que vous voulez, d'essayer de préserver ce qui avait réussi à se reproduire miraculeusement.
Voilà, on a pas mal d'endroits comme ça. En général, les endroits qui sont sanctuarisés sont des endroits inaccessibles, des endroits qu'on n'a pas pu exploiter. C'est difficile d'aller faire des champs, là, voire même de faire paître du bétail. Ça va être des mares, beaucoup aussi. Il y a des réseaux de mares qui sont en train de se créer. Ce qu'on entend là, enfin, c'est quand même plutôt réjouissant d'entendre des batraciens, sachant à quel point ils sont en déclin. Ça va être le retour du phoque, qui n'est pas une cohabitation facile avec les pêcheurs. Mon Dieu, c'est pas ce que... C'est comme si c'était les phoques le problème. Passons. Ça va être des politiques menées déjà depuis le 19e siècle, aussi, mine de rien. Alors, des politiques qui n'ont pas été que de la sanctuarisation, ça a été aussi de la replantation. Sous Napoléon, en fait, on a dû replanter énormément de forêts. Le massif du Morvan, que vous connaissez peut-être, qui est au centre de la Bourgogne, on va dire, centre-nord de la Bourgogne, n'était pas du tout un massif forestier il y a 2 siècles. C'était du bocage. Et c'est Napoléon qui a fait replanter des arbres pour pouvoir chauffer Paris en bois de chauffage, parce qu'il était possible techniquement de flotter le bois jusqu'à Paris. Mais là, alors là, c'est des Cévennes, mais vous avez le fameux mont Égual, qui est assez connu comme ça, qui a été observé, qui fait référence à travers le monde, dont on a observé la dégradation dès le début du 19e siècle, aux alentours de 1830, pour une raison fort simple, c'est que, alors je ne sais pas si vous voyez où est le mont Égual, enfin, vous êtes au sud du Massif central, mais il y avait un envasement du côté de Bordeaux. On se retrouvait avec des sédiments qui arrivaient jusqu'à Bordeaux, pratiquement, qui gênaient la circulation des bateaux, notamment. Et quand les scientifiques de l'époque sont allés s'intéresser à la nature des sédiments, ils se sont rendus compte qu'ils venaient du mont Égual. Que ce n'était pas ce qu'on trouvait comme type de sédiment d'habitude à cet endroit-là. Et en remontant là, ils ont vu une montagne dévastée. Ils se sont rendus compte que la campagne était extrêmement appauvrie, qu'il n'y avait plus de sources, qu'il n'y avait plus rien. Et très vite, des agronomes de l'époque et des sylviculteurs de l'époque ont décidé qu'il fallait replanter. Ça a pris des décennies, parce que personne ne voulait abandonner le pastoralisme qui avait contribué à cette disparition de la forêt, qui avait causé des érosions. Alors on peut imaginer, on a des photos, je vous parle d'ornières qui sont profondes comme ça dans le sol. On a la pierre qui est à nu à la place de la forêt. Et donc il a fallu l'autorité de Napoléon pour imposer la replantation des forêts sur les parcelles qui étaient pâturées. Et ce qui a permis de faire revenir les sources ou autres. Donc c'est pas un repeuplement totalement naturel. Mais aujourd'hui, les conservatoires divers, les réserves naturelles françaises ont tendance à clore des espaces pour dire là on se contente de ne plus y toucher et on a quand même tout bénéfice à le faire. Ce qui va permettre de voir apparaître des choses comme ça en pleine ville. Ça, c'est en pleine ville. Alors on a une jungle qui est assez rigolote parce que ce que vous voyez à droite, à droite, au milieu, centre-droite, centre-droite, j'ai l'impression de parler d'autre chose. Ce sont des bambous. Vous pourrez avoir des pandas arriver ici sans aucun problème. Ouais, c'est ça, ils sont pas loin, ils sont à Beauval, ouais. Et ils sont nourris par des bambous de Lyon. En l'occurrence, voilà, vous avez des initiatives qui se font même à l'échelle de jardiniers aujourd'hui, comme le réseau Hortus, qui est quelque chose d'assez remarquable, dont l'objectif principal n'est pas de faire des jardins d'ornement, mais de faire des jardins conservatoires pour la biodiversité. Avec celui-ci qui est tout près de chez vous, hein, très clairement. C'est pas à Salbris, c'est à Romorantin. Oui, le jardin de la Haute-Roche, qui est un exemple. Il faut absolument voir ce jardin, c'est très beau. Qui est vraiment dédié à la biodiversité. Et vous avez une carte, alors là, la carte interactive, elle a été enrichie parce qu'il y a plus aujourd'hui des jardins du réseau Hortus, mais qui créent eux-mêmes des petits corridors écologiques vraiment intéressants là où ils se retrouvent, ou des oasis. On peut aussi considérer qu'on va préserver l'existant anthropique valable. C'est un vaste mot, ça fait vraiment wow, super, le mec qui sait des trucs, il dit des mots bizarres. Ce qui a été construit par l'homme, on ne va pas tout jeter. Voilà, c'est simple, c'est là, ça répond à la question aussi sur l'industrie, c'est construit. Donc est-ce que c'est pas plus nuisible de détruire pour faire autre chose à la place que de toute façon, il va falloir apprendre à cohabiter, très clairement. Et la résilience passe par la cohabitation avec le vivant. Ça, c'est ce que disait Boris Cyrulnik aussi hier. Et ça s'appelle le bocage. Aujourd'hui, il y a plein de régions, en fait, si on enlève le bocage, on fait plus de mal que de bien. Enfin, en termes de diversité. On a une diversité complètement différente entre la forêt qui est derrière et le bocage. Ce ne sont plus les mêmes espèces qu'on va trouver, en termes d'oiseaux, en termes de reptiles, en termes de tout ça. Et la complexité du paysage passe par l'acceptation aussi de choses qui sont anthropisées. De toute façon, vous ne connaissez pas, en France, de paysages qui ne soient pas marqués par l'humain. Ça n'existe pas. À part peut-être, je finis ma phrase et je vous écoute, à part peut-être 2-3 endroits du littoral qui sont inaccessibles et peut-être 2-3 crêtes montagneuses inaccessibles. Mais tout le reste est marqué par la présence de l'humain, que ce soit
par l'élevage, que ce soit par le pastoralisme, que ce soit par l'artificialisation, que ce soit par la plantation de forêt, l'exploitation de forêt, tout est marqué. En France, on a 6 grands lacs qui sont strictement naturels, en dehors des petits lacs de montagne. Voilà. Et encore, ils sont entretenus parce qu'il y a du bétail aussi qui y va dans bien des cas. La question, pardon, excusez-moi. Je sais pas, tout ça, ça me fait penser à Philippe Descola, par de la nature culture. Oui. Et non, mais du coup, vous dites que tous les paysages sont marqués par l'humain, mais c'est pas forcément. Enfin, ça peut. La solution, ce serait de trouver un juste milieu dans tout ça, pas de séparer tout. Ah bah, c'est pas ce que j'ai dit, justement. Je suis en train de dire de préserver les choses d'origine anthropique aussi. C'est une cohabitation. Très clairement. Ce que dit Descola et ce qu'ont prouvé d'autres aussi depuis ces dernières années, c'est que par exemple ce qu'on appelle la forêt vierge en Amazonie n'est pas vierge. La forêt amazonienne qu'on considérait comme étant vierge, en fait on analyse, enfin l'une des analyses que j'ai pu entendre, c'est que sur les 12 000 espèces présentes de végétaux, je parle de végétaux ligneux en particulier, c'est-à-dire arbres, lianes et arbustes, principalement, on en trouve 200 qui occupent 80% du territoire, grosso modo. Et bizarrement, ce sont les 200 qui ont tout un usage pour les humains. Donc partout où l'humain a eu accès, en fait, il a marqué son territoire. Même le cours des rivières a été influencé par les humains. Comme on l'observe aujourd'hui à Yellowstone avec le retour des loups. Donc, quelque chose qui est aussi lié à la présence de l'homme ou pas. Les loups n'étaient plus là parce que l'homme est intervenu, mais certaines rivières retrouvent un cours ancien, les peuplements végétaux ont changé, parce que le loup est arrivé, opère des déprédations sur certains types de grands herbivores qui ont changé leurs habitudes, qui se sont dispersés en groupes plus épars, etc. etc. Et voilà, est-ce que si on fait disparaître les marais salants de la Camargue, vous n'allez plus voir de flamants roses ? Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, j'en sais rien. Mais ça fait partie des choses qui peuvent arriver. Les murs cévénols ont aujourd'hui plein d'intérêts, notamment sur la ressource en eau. On sait que ça va aider l'eau à pénétrer plus efficacement dans le sol. On va avoir les trognes, qui sont un objet d'avenir, indéniablement, en termes d'énergie, en termes de production de bois sous différentes formes, même de bois d'œuvre. Et aujourd'hui, ces arbres très anciens sont des arbres à cavité, c'est le terme consacré en écologie, qui abritent des espèces qui ne trouvent plus aucun refuge nulle part dans ce type de paysage. Et un arbre qui est plein de trous comme ça, avec ses cavités, vous allez trouver des chiroptères, des chauves-souris, vous allez trouver des chouettes, vous allez trouver toutes sortes d'animaux qui ne peuvent pas loger ailleurs. Parce que si vous avez juste une haie taillée, c'est mort. Et c'est d'ailleurs un des enjeux aujourd'hui sur le fait de réimplanter des haies et de vouloir les exploiter, c'est qu'il faut impérativement laisser des arbres isolés au cœur de ces haies pour perpétrer certains types d'habitats. On peut se dire aussi, est-ce qu'il faut conserver ça ? La question mérite d'être débattue. Où est-ce qu'on va loger les gens ? Est-ce que c'est mieux ? Est-ce que c'est mal ? Etc. Et puis surtout, c'est en travaillant sur un sujet, je suis allé parler récemment dans une ville de banlieue parisienne, j'allais présenter un truc sur les jardins de Tchernobyl, c'était de circonstance. Bref, en tout cas, j'analysais toutes les données anciennes, les photographies aériennes, etc., pour essayer de dénoncer certaines choses et puis de les comparer, etc. Et moi, j'ai grandi enfin, moins bien que ça quand même, là où j'étais. Mais j'ai grandi dans l'approche banlieue parisienne, dans les premiers très très grands ensembles. Et c'était affreux. Enfin, j'en garde un souvenir très très amer en termes de végétalisation. Sauf que depuis, ça a poussé. Et qu'on a un milieu urbain, je vous montrais tout à l'heure Rungis, où vous n'avez pas un arbre, etc. Vous avez là le cimetière où il n'y a pas un arbre. Enfin, s'il y en a 2-3 là. Vous avez des parkings gigantesques. Et là où c'est le plus verdi, c'est la cité HLM. Très clairement, l'un des poumons verts de la ville de Fontenay-sous-Bois est l'une de ses plus anciennes cités HLM. C'est paradoxal quand même, c'est assez inconfortable de penser ça, mais en ville aujourd'hui on se rend compte que c'est pas si mal que ça. On va trouver la maladrerie à Aubervilliers, qui a été très bien conçue dès le départ pour être une cité-jardin, et qui est aujourd'hui un espace complètement dingue, où Aubervilliers, c'est Aubervilliers ou la Courneuve, j'ai un petit doute, je crois que c'est Aubervilliers, où on vit extrêmement bien. En fait, les habitants de cette cité sont absolument ravis de ce qu'ils ont. Et c'est un des coins les plus propres de la ville, avec même un bassin, enfin moi par expérience, les bassins dans les grands ensembles, c'est toujours foireux, c'est pollué, etc. Là-bas, il est nickel, leur petit bassin. Il y a des nénuphars dedans, ils entendent des grenouilles, enfin, en pleine cité HLM de l'Est parisien, à 2 pas du périphérique. C'est troublant. Vous dites que c'est inconfortable de penser ça, et pour le coup, je trouve que c'est assez joyeux. Ah, c'est joyeux, mais c'est inconfortable parce que ça sort de nos habitudes.
On sort de ce qu'on a l'habitude de penser. La ville, c'est mal, la campagne, c'est bien. On ne peut pas se contenter d'être manichéen, en fait, aujourd'hui. Et la résilience passe un peu par ça, je crois. Sur la photo très dense urbaine que tu as montrée avant. Celle-là ou l'autre? Voilà ça. Sur une photo comme ça, est-ce que l'idée c'est juste, enfin ton idée, c'est juste de laisser la nature revenir, réensauvager un peu, ou est-ce que la main de l'homme doit aider à cette renaturalisation? On va y venir. Ça va être long, mon truc. Je ne sais pas si la question était de cet ordre-là. Non, là, c'est aussi pour questionner. C'est parce qu'on a les apparences et il y a le réel. L'apparence, vue de là, voilà, il n'y a que des immeubles. Vue du ciel, l'analyse est différente. Et vue du sol, c'en est encore une autre. Enfin, alors, ce sont 3 lieux différents. La première photo, c'est vu depuis la ZUP d'Argenteuil, sur Paris. La deuxième, c'est Fontenay-sous-Bois. Et là, c'est la maladrerie à la Cour d'Azur. La maladrerie, je suis allée, c'est incroyable, effectivement, sauf que les habitats sont peut-être un peu vétustes, par contre. Ça, c'est autre chose. C'est la rénovation de l'habitat, c'est un autre domaine. Enfin, ça fait partie de la résilience aussi, de prendre soin de ce qui existe. Justement, on retombe là-dessus aussi, prendre soin de ce qui existe. Est-ce qu'il faut conserver ou pas? Est-ce qu'on laisse tout se détruire ou est-ce qu'on retape ce qu'on a? Aujourd'hui, c'est un des vrais enjeux écologiques, c'est d'arrêter de construire des trucs neufs et puis de retaper ce qui existe déjà. Tous les bilans sont bien. C'est malheureusement souvent beaucoup plus cher de rénover que de construire. C'est moins intéressant du point de vue des transactions aussi, soyons clairs, notamment pour les collectivités. Et ça complique aussi la gentrification qu'on souhaite parfois dans certaines villes. Parce que ça sous-entend de conserver les mêmes habitants en retapant leur habitat, plutôt que de créer des habitats neufs où de nouveaux habitants vont pouvoir venir avec un meilleur pouvoir d'achat. Donc, repeupler. Ah, c'est bien ça. C'est la partie rigolote. Donc, repeupler, c'est là où on commence à intervenir aussi. On va parler de la muraille verte au Sénégal, notamment, parce que c'est là qu'elle a commencé. Elle est censée faire toute l'Afrique en largeur, mais elle y arrivera peut-être un jour, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ça a l'air un peu compliqué. Il y a des pays où ça ne se passe pas que bien. Mais en tout cas, ça, c'est une photo, ce n'est pas un trucage, ce n'est pas une simulation. On est quand même dans un endroit qui était désertique et qui se reverdit. Pardon ? Voilà, la muraille verte en Afrique. C'est un projet vraiment multinational, international, tout simplement, c'est bien le mot, qui consiste vraiment à recréer un corridor au sud du Sahara pour empêcher la progression du désert et pour améliorer les conditions de vie locales. Mais ça ne peut se faire qu'au prix de démarches gigantesques de conciliation avec les habitants. Donc encore une fois, on conserve l'humain dans le processus parce que c'est impossible de faire sans eux, par exemple. S'ils arrivent avec leur bétail et puis qu'ils viennent tout brouter, non, il a fallu éduquer. Alors, au Sénégal, il y a beaucoup de moyens qui sont mis, il y a plus d'argent. Dans d'autres pays, c'est plus difficile, d'autant plus qu'il y en a pas mal qui sont en guerre, plus ou moins larvés, selon les cas. Mais à partir du moment où on commence à avoir une vraie politique d'échange avec les populations locales, notamment les agriculteurs et les éleveurs, on leur fait comprendre qu'ils peuvent venir à certaines périodes et pas à d'autres, que c'est à leur bénéfice, ça simplifie les choses. C'est pas parfait, hein. Des endroits où ça marche pas du tout. Mais la démarche est entamée et il y a quand même du concret. On peut aussi reprendre l'exemple de Sebastião Salgado et de sa femme au Brésil. Sebastião Salgado est un très 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 grand photographe, ultra engagé sur les questions environnementales, sociales et humanistes en général, qui a récupéré sa ferme familiale au Brésil, on la voit à gauche là, où son père faisait de l'élevage, et a décidé de la renaturaliser. Alors là, pour le coup, ils n'ont pas choisi le processus naturel, notamment parce que les sols se sont dégradés très 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 vite, c'est lié à cette région aussi. On a une couche superficielle. En fait, il faut imaginer que, j'aimerais que tu me contredises si je me trompe, la forêt amazonienne, c'est une petite couche d'humus, et en dessous une argile où il n'y a rien à bouffer. Pour simplifier, c'est ça. Et donc, dès que vous enlevez la couverture végétale où se maintient toute la vie, vous avez les racines qui tiennent le sol, qui produisent le sol, etc., tout s'en va. Voilà, non mais je voulais avoir... on a quand même un des très grands experts des forêts tropicales, je voulais quand même avoir son assentiment. Et tu as aussi des phénomènes, ce qui intervient, des phénomènes de blocage. Je vois à Bornéo, là où on était l'été dernier, là où ils ont exploité la forêt en laissant quelques arbres, en fait, il y a tellement d'espace, de l'ordre de 10-15 mètres entre les arbres, qu'il y a des fougères qui s'installent, des Cranoptéris, qui ont des rhizomes un peu comme la fougère Rex sous le sol, et qui poussent sans arrêt, et ça bloque complètement. Là, il y a des endroits bloqués depuis plus de 30 ans, alors qu'ils pensaient que du fait qu'ils avaient laissé des arbres semenciers, tout allait se régénérer,
Absolument pas, tout est bloqué, de plus en plus bloqué, puisque dans les arbres vivants qui étaient laissés, de plus en plus sont en train de mourir, et donc ils sont obligés de réintervenir pour installer des arbres régulièrement, parce il ne suffit pas de laisser, quand on laisse, on peut être sur des systèmes de blocage qui sont peut-être pas éternels évidemment, mais en tout cas sur à peu près 35 ans, c'est de pire en pire le blocage. Donc laisser, et c'est pour ça qu'il a raison d'installer des arbres, parce que si on laisse en défend, parfois ça marche comme dans beaucoup de zones que tu montrais du Sahel, dans d'autres cas ça ne marche absolument pas. Oui. Surtout en climat humide, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas du tout là où ça marche le mieux. Oui, et d'ailleurs au Sahel, c'est replanté aussi. Enfin, la muraille verte, elle est très très largement replantée, les replantations induisant le reverdissement par ailleurs, exactement comme ça. Et là, ça a été la démarche de Salgado. Alors ils ont planté très 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 massivement pour compenser l'élevage, et avec une observation. Alors ils ont créé carrément une fondation qui observe les choses. Ça a permis de rénover plusieurs centaines de milliers de sources sur le secteur, quand même, qui aujourd'hui sont sous surveillance. Et cet accompagnement a vraiment totalement transformé la région. Mais c'est un accompagnement. C'est un accompagnement. Ce n'est pas de la revégétalisation complètement spontanée. Ce qui est dur à accepter, même si les deux peuvent fonctionner. Et encore une fois, il n'y a que des cas particuliers. Voilà. Mais attention, planter des arbres, ça ne signifie pas toujours obtenir une forêt. D'où d'ailleurs l'absolu foutage de la compensation carbone, avec des replantations qui sont opérées à des pays à l'autre bout du monde où personne ne vient vérifier que ça pousse ou pas, fait dans des conditions dont on ne sait pas grand-chose. Et surtout, quand vous abattez un arbre qui fait 30 mètres de haut, il va vous falloir, si ça se passe bien, la durée de vie de l'arbre pour avoir compensé sa destruction. Mais ce n'est pas seulement ça, c'est tout ce qui va s'être érodé en cours de route. Donc jamais, jamais la compensation n'est quelque chose d'acceptable, très clairement, d'un point de vue écologique. En tout cas, voilà, là c'est une coupe à blanc, pour l'anecdote, une coupe rase, on appelle ça, d'épicéas qui étaient tous affectés par le scolite qui les détruit tous un peu partout en France. Il faut imaginer qu'il y a certaines régions comme le Jura actuellement où plus de 80 à 90% du bois qui est exploité est déjà mort quand on le coupe. Les gens ne savent pas ça. Voilà. Ça dit, dans le Jura, les chiffres sont très clairs. Le CNPF, le syndicat des producteurs forestiers, a des chiffres, c'est ça. On tourne entre 82 et 90% selon les secteurs. Mais alors, tous ces conifères qu'on voit morts au bord des routes, on a cru que c'était le manque d'eau l'année dernière. C'est un facteur aggravant. Non. Il y a des conifères qui subissent le manque d'eau, mais c'est un effet cumulé. Déjà, ce sont des espèces qui n'avaient rien à faire en plaine. C'est des essences qui poussent en montagne, normalement. Alors bon, dans le Jura, ça peut être justifié, le milieu leur est propice. Le problème, c'est qu'on a fait de la monoculture de ces arbres. Et comme en monoculture de champs, quand un prédateur arrive, c'est la fête. Vous ajoutez à ça les effets du réchauffement climatique cumulés qui font que des parasites vont se reproduire beaucoup plus, parce que les conditions sont plus propices, les hivers sont plus doux, il y en a moins qui meurent en hiver. Parfois, il y a une génération supplémentaire qui aggrave le problème. Donc vous avez un ravageur qui se reproduit bien, dans des conditions qui sont favorables, où il y a toute sa bouffe sur des milliers d'hectares. Les arbres sont fatigués parce qu'ils n'ont plus leur repos hivernal. Et c'est aussi pour ça qu'ils vivent mieux en montagne qu'en plaine. Et là, ça s'aggrave parce que le repos hivernal n'existe plus. On perd des bouleaux, notamment, qui est une espèce qui a un héritage de dernière glaciation. Moi, j'ai traversé la Lozère et le Lot l'année dernière. J'ai vu la quasi-totalité des bouleaux morts. C'était incroyable. Alors peut-être qu'il y a une nouvelle génération qui va naître, qui va peut-être mieux supporter, mais ceux qui étaient en place meurent. Ils ne sont pas adaptés à ça, et peut-être qu'ils supporteraient la sécheresse s'ils arrivaient à se reposer en hiver pour compenser. Mais ça, ce n'est pas le cas. Alors, sans compter, il y a des bulles d'air qui se font dans leurs vaisseaux liés au stress hydrique. Il y a plein de facteurs cumulés. Là-dessus, vous rajoutez sur les épicéas l'érosion de la biodiversité, très clairement. Tous les prédateurs naturels des ravageurs ont massivement disparu, parce qu'ils n'avaient plus de milieu pour loger, parce qu'on les a abattus en même temps que le reste, parce qu'on les a privés de leur nourriture à certains endroits, parce que c'est pas parce que ils vont pas forcément manger qu'un seul insecte, ils vont peut-être se nourrir d'autres insectes à d'autres périodes, et si vous avez foutu des pesticides dans les champs pour tuer tous les insectes, ils n'ont plus leur subsistance. Si le martinet noir est en cours de disparition aujourd'hui, c'est pour deux facteurs principaux. Alors effectivement, son habitat disparaît. C'est un animal qui vit normalement dans des falaises très élevées et qui avait trouvé un habitat dans les très vieilles constructions, les clochers d'église, les vieux bâtiments en hauteur, toujours au-delà de 7 mètres. Et voilà. Je cherchais Bob. Voilà.
mais aussi et surtout parce qu'il n'y a plus d'insectes volants en suffisance. L'exemple voilà, des risques de la replantation, c'est un essai qui a été fait à Nantes, hyper intéressant. Je suis allé voir ça l'été dernier, en pleine canicule. J'ai traversé toute la France pendant la canicule pour voir les dégâts l'été dernier. C'était super sympa. Si on veut avoir le moral, je ne vous conseille pas ce genre de vacances. Mais ce test qui a été fait avec je ne sais plus combien d'essences d'arbres très différentes les unes des autres pour voir ce qui résistait le mieux à la sécheresse. Vous avez le résultat, je crois qu'il y en a 2-3. Dans ce cadre-là, dans le cadre d'une replantation, c'est toujours pareil. Peut-être que s'ils avaient planté la graine de chaque, ça se passerait différemment. Peut-être que s'ils avaient d'abord implanté une flore propice à la germination de la graine, à la protection du jeune plant, etc., ça marcherait mieux. Mais en termes d'une replantation stricte, c'est foireux. Avec juste les causes d'échec des plantations forestières en France, et là c'est le ministère de l'Agriculture, hein, c'est pas des bobos écolos qui ont pondu les chiffres, c'est tout petit peu, à 5%, c'est des insectes, on a 5%, c'est les dégâts dus aux animaux, et tout le reste, c'est juste les conditions de on n'a pas arrosé, ça a été mal planté, les racines étaient abîmées, il y avait un peu trop de vent, etc. Enfin voilà. Alors on a la forêt Miyawaki, qui est le grand truc vendu pour faire des micro-forêts. S'il vous plaît, arrêtez d'appeler des bosquets des micro-forêts, ce serait sympa. Ce n'est pas une micro-forêt, c'est un bosquet au mieux. Et comme c'est planté par l'homme, ça n'a rien de naturel et c'est pas ça la marque de la biodiversité. Effectivement, Miyawaki était un agronome, enfin il était chercheur, botaniste japonais, et il avait développé une méthode pour rénover des zones extrêmement abîmées, à grand renfort de moyens. Je ne sais pas si vous voyez le nombre de personnes pour planter un bout de cet ordre-là, en ramenant de la terre, en plantant extrêmement dense des arbres qui vont créer un milieu qui ressemble à la forêt native, on va dire, avec plein d'essences différentes, et puis qui, au bout de 10 ans, certains vont commencer à mourir, disparaître au profit d'autres, etc. Ça, c'est un peu une esbrouffe. Alors déjà, Miyawaki est contesté, il y a assez peu d'études qui vont jusqu'au bout du résultat en termes de biodiversité. Ça a été très très survendu en termes de biodiversité, parce qu'on dit, à 10 ans, la biodiversité a explosé. Évidemment, par rapport à ce qu'il y avait avant, c'est pas mal. Et puis même par rapport à une vraie forêt. Dans une forêt, vous allez avoir une biodiversité de forêt. Dans un bosquet qui devient quelque part un bocage ou une lisière, vous allez avoir une biodiversité différente qui va être faite des animaux des vergers, qui va être faite des animaux du bord du bois, qui va être faite des animaux des plaines, qui vont se retrouver à cet endroit-là. Donc évidemment, il y a plus d'animaux. Mais dans 30 ou 40 ans, quand ça devient vraiment juste un bois, vous avez les animaux des bois et basta. Repeupler, c'est accepter tout le monde aussi. C'est se dire, la tentraide là, qui m'a bouffé tous mes boulots, est-ce que je la garde ou pas ? Oui, tu la gardes, parce que si tu l'as pas, tu n'as pas les oiseaux insectivores. Si tu n'as pas les oiseaux insectivores, l'année prochaine, tu as 4 fois plus de tentraide. En plus. Ça va être, penser tout en termes de bénéfices ou pas. Aujourd'hui, on reconsidère les bénéfices de la limace, par exemple, où on sait que beaucoup de spores de champignons sont diffusés par la limace et que leur rôle dans le sol serait peut-être comparable à celui des butineurs dans l'air, où elles vont diffuser les spores. Par exemple, sur l'oïdium, qui est une maladie des plantes que les jardiniers connaissent bien, qui est le blanc qu'on voit sur les feuilles de rosier ou autres, la limace consomme l'oïdium, mais ne le diffuse pas. Par contre, la truffe sans limace, vous n'en avez plus. ça peut intéresser des gens. Et ces animaux pas beaux qui peuvent faire peur, qui ont tous leur utilité. Au milieu, on a un petit faucon qui est dans un parc urbain. À gauche, la couleuvre, je me demande si c'est pas à Chaumont, celle-ci. Et puis à droite, un petit martin pêcheur. Et puis les enfants qui font partie de la biodiversité aussi. Ça, c'est un vrai sujet chez les écolos et chez les altermondialistes et tout ça, c'est est-ce qu'il faut faire des mômes ? Tout dépend des mômes. Si vous élevez un môme pour qu'il devienne influenceur à Dubaï, il faut mieux le tuer tout de suite. Si vous avez un gamin dans la conscience de ce que c'est l'écologie, qui va consommer peu, qui va faire attention à sa vie, et qui vit comme un burkinabé, c'est bon pour en avoir plein. Repeupler, ça passe aussi par des actions vraiment très concrètes, purement scientifiques. Là, c'est ultra artificialisé, c'est la reconstitution de massifs coralliens. Il y a un peu comme disait Patrick tout à l'heure, en mer, on a un problème, c'est que le corail ne se renouvelle qu'à un rythme extrêmement lent. Alors ça passe par le bris d'ailleurs, puisque si on fait de la greffe, c'est de la bouture de massifs coralliens, ça veut dire que c'est aussi prévu dans le dispositif de propagation, sauf que c'est infiniment plus long qu'avec des plantes en forêt tropicale. Et donc en reproduisant ce processus, on arrive à reconstituer des massifs coralliens de façon assez étonnante, et en diversifiant dans certains cas.
Adapter les pratiques agricoles horticoles, vaste sujet. Voilà, rediversifier. En 49, c'était ça. Vous voyez, vous aviez du bocage, vous aviez des arbres en plein champ, et à droite, le même endroit, c'est plus tout à fait le même aujourd'hui. On arrive pourtant à faire ça. Ça, c'est dans les Cévennes. On sait qu'on est capable de rediversifier l'agriculture et de la rendre rentable. En Normandie, on arrive à conserver le bocage. Alors, en général, quand on a du bocage, c'est qu'on a conservé l'élevage. Et malheureusement, il y a 85% des 26 millions d'hectares nécessaires à l'alimentation de la population française qui sont dédiés à l'élevage. Sachant qu'il faut manger moins de viande pour plein de raisons, et que si on devait consommer essentiellement du végétal, ça marcherait bien pour l'environnement à plein de niveaux, et ça libérerait beaucoup de terres qui sont consacrées à produire de l'alimentation pour l'élevage. Soja et maïs au hasard. Mais le bocage, c'est aussi le milieu agricole qui est parmi les plus propices à la biodiversité. Comme je vous le disais, c'est un milieu très diversifié où vous allez trouver beaucoup d'espèces. Où est l'urgence ? Dans la vie des sols aussi, ramener de la matière organique issue d'animaux, ça paraît prépondérant. Alors on pourrait dire aussi qu'on va réimplanter une faune sauvage qui va jouer le même rôle et qu'on va faire ou des enclos ou des lieux de passage où cette faune sauvage va pouvoir s'implanter. Techniquement, je ne sais pas comment on peut faire. Mais c'est la piste proposée par les véganes, par exemple. Dire, ok, on n'a plus des bovins, mais on peut avoir des bisons. Des cerfs aussi. Des cerfs. Oui, mais ils bouffent la culture. Et ils bouffent les cultures, donc c'est très compliqué. Et encore une fois, c'est une histoire de cohabitation. Et on ne peut plus vivre comme des chasseurs-cueilleurs par rapport au nombre que nous sommes et la pression que ça exercerait sur le milieu. En Grande-Bretagne, il y a un essai de réintroduction de bisons dans le milieu sauvage. Il y a 3 bisons qui ont été réintroduits, un mâle et deux femelles. Et ils font l'essai pour voir jusqu'à quel point ça permet de mieux régénérer le milieu. Il y en a en Lozère, des bisons, depuis un certain temps. Oui, mais c'est un élevage. En Suisse, à 20 km de l'aéroport de Genève, il y a tout un troupeau de bisons. Oui. Après, le dernier troupeau sauvage qui subsiste en Europe, c'est dans la forêt de Białowieża en Pologne, qui est parfois considérée à tort, encore une fois, comme la dernière forêt primaire d'Europe. Voilà, c'est ça aussi l'agriculture. On sait faire ça aujourd'hui, l'agroforesterie, qui consiste à ramener des arbres dans les champs et en périphérie des champs. On parle d'agroforesterie intraparcellaire et extraparcellaire. Consiste à recréer des îlots de biodiversité, notamment pour lutter contre les ravageurs, mais aussi pour résoudre une partie de la problématique liée à l'eau, au vent, aux événements climatiques, et même à la production de biomasse qui va servir à fertiliser les champs. D'où l'usage des trognes dont je vous parlais tout à l'heure, par exemple. Et cette alternance de différents types de milieux, en fait, permet de résoudre un certain nombre de problématiques purement agronomiques. Purement agronomiques. Je ne parle même pas pour la biodiversité. On est dans le concret, ce sont des choses qui existent. Je ne vous montre que des choses qui existent. C'est assez important quand même, en termes de résilience. Là, c'est par exemple le principe dit des key lines, qui a été lancé en Australie à la base, si je ne me trompe pas, qui est pratiqué notamment en Argentine et dans certains autres pays, de façon encore trop anecdotique, mais qui consiste à suivre les lignes de niveau, les courbes de niveau dans des endroits qui ne sont pas plats, évidemment, et de façon à creuser des sillons, faire des talus, faire toutes sortes de fossés, mais notamment juste parfois décompacter le sol pour permettre la pénétration de l'eau dans le sol plutôt que son ruissellement. Et éviter l'érosion de la matière organique très très importante pour la production agricole en l'occurrence. Réinventer le paysage et l'habiter, voilà, on est dedans. Ça passe par la gestion différenciée. Alors, j'ai failli mettre une photo de Chaumont, mais c'était pas en fatigue pour pouvoir mettre mon texte. Mais j'aurais pu mettre le pré de Goualou, qui est vraiment là-dedans, dans cet état d'esprit. La gestion différenciée, quelque chose qui est apparu il y a déjà 25 ou 30 ans, qui consiste à dire, voilà, là on tond pas, y compris dans l'espace public. Ce qui n'est pas facile à mettre en place, non pas techniquement, mais avec les administrés, en particulier. Où les gens disent, attends, je paye des impôts, c'est pas pour avoir de l'herbe haute. Et puis j'ai peur. À Paris, ça a beaucoup changé, tu trouves pas ? Paris, ça fait longtemps. Versailles, ça fait 30 ans qu'ils ont commencé. Marne-la-Vallée, pour le coup, il y a eu le syndicat de gestion de Marne-la-Vallée a mis en place des systèmes de gestion différenciés à l'époque où j'y vivais encore, c'est-à-dire au siècle dernier, quoi. Bref, voilà, et tout ça, aujourd'hui, on sait faire aussi. Alors, on a des expériences qui sont diverses, on a des choix esthétiques qui sont divers. Là, c'est génial, c'est une résidence à Montpellier. Je ne sais pas si ça s'est fait par hasard, je crois que ça s'est fait par hasard au départ. Ça s'est très fortement revégétalisé au sein de cette résidence. Et c'est une résidence un peu quelconque, et aujourd'hui, c'est l'une des plus prisées de Montpellier. Pourquoi ? Parce que c'est une de celles où on a le moins besoin d'activer la clim. C'est bête, hein, mais et en fait, ce foisonnement végétal, on aperçoit les immeubles au fond,
a créé une atmosphère vraiment beaucoup plus agréable. L'endroit est très utilisé parce que, bon, je vous montre une photo suivante, vous avez quand même des allées pour circuler, d'autres allées informelles qui ont été créées par les usages, que ce soit par les mômes, par les gens qui font du vélo, par les gens qui passent par là. Et puis à la question, mais mince, ça doit être super sombre en hiver, la réponse est, vous avez beaucoup de végétaux caducs. Et moralité, les feuilles qui vous ombrent en été, elles sont plus là en hiver. Et une cohabitation qui se manifeste. Et tout ça, c'est lié d'un mode de gestion juste différent. On a arrêté de faire des boules avec les arbustes, et on les a laissés pousser, d'un seul coup, ça fait des arbustes qui font l'ombre, c'est dingue. Ça, je me permets de montrer des photos de mon jardin. Mais voilà, là-dessus, j'ai planté, ce que vous voyez, la fleur rose, c'est Lychnis floscuculi. J'en ai planté 10. Et le reste, c'est tout seul. Alors, tous les arbres, par contre, je les ai plantés. C'était un champ, pour le coup, c'était un champ blé, orge, colza, grande culture, intensive, pendant des décennies auparavant. Et ça s'est fait avec, finalement, très, très peu de moyens. Même chose à gauche et à droite, c'est dans mon jardin aussi. Excusez-moi, c'est en anglais, c'est parce que j'avais utilisé Diapo pour un autre truc. J'ai pas retrouvé les photos originales. mais l'idée étant de plutôt que de chercher absolument à faire ce qu'on souhaite d'un point de vue esthétique, s'adapter à ce qui existe déjà et éventuellement en implanter un petit peu. Tu avais une question? Non, j'ai entendu. Ah, pardon. Par rapport au fleurial, je voulais savoir si tu dis qu'en 10 ans, tout a changé. Est-ce que tu as fait des analyses de sol? Alors, analyse de sol, j'ai pas refait. De toute façon, je pense qu'elles vont pas être énormément différentes parce que j'ai un sol un peu particulier. C'est des argiles qui ne retiennent pas la matière organique. Voilà, c'est des argiles qui sont acides, neutres, c'est des limons argileux. Et quoi que tu apportes, en fait, ça va partir. Par contre, ce que j'ai compris, c'est que un peu comme dans la forêt tropicale, en fait, toute la matière organique est contenue dans la vie, dans ce qui est vivant, dans la prairie présente en place et les arbres en place et le bois mort qui est en place. C'est pas dans le sol. Ça fait partie de la vie du sol parce que ça s'active en haut ou en bas, mais il est assez peu probable que les qualités du sol aient considérablement changé depuis. Par contre, les végétaux que j'ai trouvent plus de nourriture. Ce qui est aussi une autre approche de l'agronomie, d'une certaine manière. Mais c'est vrai que conserver des rumex, des chardons, enfin rumex, je sais pas, l'oseille sauvage, voilà, et des chardons, je pense que je vais pas vous faire un dessin, dans des sols qui sont typiquement de type argileux, où les arbres eux-mêmes n'arrivent pas à descendre à plus de ça de profondeur, tellement l'argile est dure, parce qu'en hiver c'est gorgé d'eau et qu'en été c'est du béton, vous avez les rumex qui vont descendre à plus de 2 mètres de profondeur avec leurs racines, les chardons dont certains disent qu'ils peuvent descendre à 9 mètres de profondeur, qui vont aller puiser de l'eau, qui vont la ramener à la surface, qui vont rendre le sol un peu plus poreux, que ce soit en étant vivants au long de leurs racines ou quand ils meurent en laissant la place libre, et avec des échanges de sucre dans le sol, donc la stimulation des bactéries. Et ça c'est pas facile à analyser au niveau du sol, j'ai pas le bactério. Autre point, aujourd'hui, on sait par exemple qu'il y a quelque chose qui s'appelle les échanges horizontaux, les échanges hydriques horizontaux, qui consistent en fait à ce que des plantes aillent chercher en profondeur et restituent en surface aux autres. Alors c'est acté, hein, c'est notamment beaucoup étudié dans le Sahel pour l'agriculture, enfin ça a été la motivation, avec un exemple qui est assez typique, qui est une plante qui s'appelle Guiera senegalensis, qui est un petit arbuste. Enfin, un petit arbuste peut monter à 2 mètres, voire un peu plus parfois, mais en général, il reste assez petit dans le Sahel. Et dont on a remarqué qu'en fait, quand il poussait à côté du mil, le mil poussait mieux. Auparavant, on l'arrachait parce que c'est de la concurrence pour le mil, qui est quand même la céréale qu'on cultive là-bas. Et en fait, quand on l'arrache, c'est pire. Et donc, à partir de là, on a pu, en analysant des isotopes de différentes... Enfin, voilà... Je ne suis pas assez scientifique pour vous dire ça précisément, mais en tout cas, on a pu observer qu'effectivement, Guiera allait chercher l'eau en profondeur, la restituer en surface, ça profitait au mil. Quel est son intérêt à lui de faire ça ? Très probablement que le mil va générer une protection au vent, que la flore en fait qu'il va protéger en la nourrissant de l'eau qu'il va chercher en profondeur va lui générer de l'eau de surface aussi, parce que vous avez un truc qui s'appelle la rosée, qui est pas mal, y compris dans des régions arides, il y a un petit peu de rosée qui peut apparaître. La protection contre les ravageurs, ça fait un enclos autour de la plante, et éventuellement la protection contre les rayons solaires près de leurs racines. Ce que font tous les arbres isolés, de remonter. Oui. C'est extraordinaire. Là, on a surtout besoin de l'arbre comme antenne. Oui.
qui remonte les nutriments du sol et l'eau qu'il disperse dans l'atmosphère. Je suis allé dans le désert du Negev, il y a 20 degrés de différence entre le kibbutz dans lequel on rentre tout d'un seul coup. C'est supportable. Avant, on a sué, on a péné. C'est extraordinaire ce que la végétation peut faire sur le climat. Voilà, bon, des pratiques toutes simples, comme ne plus jamais exporter de matière organique. Enfin, ça, c'est absurde, c'est complètement absurde. Comment on peut imaginer qu'on va remplir son coffre de bagnole de sacs plastiques où vous avez mis des débris végétaux pour aller les mettre dans une déchetterie où ils vont être éventuellement broyés pour servir à autre chose. Enfin, le bilan, tout ça est juste absurde. C'est une manne, hein, c'est utile. Après, il faut savoir ce qu'on en fait, effectivement, parce qu'il y a des endroits qui sont très, très dynamiques, où on a une très, très forte production végétale. Vous avez un milieu humide chez vous, vous allez vite comprendre. Mais quand vous allez dans la nature, en l'occurrence, ou ce qui y ressemble, vous voyez bien que personne n'évacue rien. Et pourtant, il arrive à avoir un niveau, un milieu. Comment en ville? Tu transformes, tu stockes à certains endroits. Tu vois, par exemple, si tu prends tes branchages quand tu as taillé une haie, par exemple, tu en fais un tas dans un coin du jardin, tu passes le printemps suivant, il a réduit de moitié, voire de 2/3, voire de 3/4, et c'est tout. Tu vas faire une haie avec, une haie sèche, dans laquelle tu vas accueillir les troglodytes, les petits oiseaux comme ça, tu vas accueillir les hérissons qui n'ont plus d'abri, tu vas protéger du vent, éventuellement là où tu es concerné par le vent, alors en ville c'est rarement le cas. Non, c'est pareil, ton jardin, non, moi je parle de ça. Je parle de ville, par un jardinet. Ouais, un petit jardinet. Mais le jardinet ne va pas avoir une production de biomasse délirante. Le jardinet ne va pas te produire une quantité de débris délirante. Il y a une partie qui peut aller dans le compost. Et à propos de biomasse, pour revenir à ce que tu disais à propos de la forêt tropicale, où évidemment, comme on sait, il reste d'humus quelques petits centimètres. En fait, il y a des plantes qui sont très très malignes. Toutes les plantes qui ont des formes en entonnoir, comme certains palmiers, surtout ceux à feuilles entières, ils arrivent à accumuler des quantités énormes de toutes les feuilles mortes et les petites branches qui tombent. Tu arrives à avoir jusqu'à 1 mètre, 1,50 m de hauteur d'humus, dans lequel non seulement les racines du palmier ou d'autres plantes vont, mais également les racines des arbres qui viennent récupérer justement toute la matière organique, parlons pas toutes les bestioles qui y sont. Donc effectivement, si rien ne se passe, tout fout le camp, mais il y a des stratégies morphologiques qui permettent d'accumuler justement tous ces déchets. Quand je vois ça, j'ai l'impression de voir, tu vois, au milieu, j'attends plus que le palmier qui pousse, quoi, comme certaines fougères de l'humus. Il y en a souvent beaucoup plus en haut des arbres, par toutes les épiphytes, pareil, qui sont ou en entonnoir, comme les grandes fougères, Aspidamnidus, très très banales en Asie et en Afrique, ou d'autres comme les Platycerium qui carrément piègent toutes les feuilles mortes qui tombent, les frondes se retournent sur elles-mêmes, et tu arrives à avoir mais on a jusqu'à 200 kilos quand même d'humus coincé sur des branches, des choses impensables au sol où tout fout le camp, quoi, tout se décompose très vite. Donc, comme quoi, c'est le fait de laisser se décomposer, et en plus, voilà, toutes les autres bestioles. Ça répond en partie à ta question, je pense. Et juste, alors, les épiphytes, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est des plantes qui poussent sans avoir besoin d'avoir des racines dans le sol. Voilà, c'est comme on en parlait hier. Et donc on met jamais le feu. Normalement, il n'y a pas besoin de mettre le feu. Même si ça rentre dans certains processus naturels de reproduction. Par exemple, le séquoia, que vous connaissez tous, s'il n'y a pas de feu, en général, ça ne germe pas. C'est une plante qu'on dit pyrophile, et il y a 2-3 espèces comme ça. La Raucaria, le désespoir des singes, est un peu comme ça aussi, par exemple. Juste pour rebondir sur l'histoire de ces feuilles comme ça en entonnoir, on a aussi quelque chose que les gens méconnaissent. Alors là, c'est un petit peu une aparté, mais en termes de biodiversité, tout le monde veut faire des grandes mares pour avoir des grenouilles. Si vous faites une grande mare pour avoir des grenouilles, vous aurez des grenouilles vertes. C'est pas forcément celle qui manque le plus. L'immense majorité des batraciens et des amphibiens vivent dans des flaques d'eau qui font entre ça et ça, quoi. Et encore, ils n'y vivent pas, ils viennent généralement juste pour s'y reproduire. Dans les forêts tropicales, les grenouilles sont principalement arboricoles, bien sûr, et vont pondre dans l'aisselle d'une feuille où vous avez ça de flotte. Et le tétard va grandir dans une feuille. Et éventuellement, il y a même des grenouilles qui viennent transporter leur tétard pour le ramener ailleurs après. Enfin, ça, c'est encore des histoires. Mais ça fait partie de toute la méconnaissance qu'on a. Et effectivement, moins on intervient pour virer des choses, plus en fait, on lance une dynamique biologique qui va être efficace. Tout simplement, le processus biologique de recyclage des matériaux végétaux va être efficace à mesure qu'on en donne, et sans excès. Parce que c'est pareil, la gestion du jardin. Si tu produis beaucoup de déchets verts, il faut se poser la question de ta gestion du jardin.
J'ai une petite question. Donc, dans un jardin, donc là on a vu un tas de branchages relativement petits. Donc là on peut en faire des murets pour faire des habitats naturels. Mais si on a dû éliminer une haie entière, par exemple de tuyas, enfin, des choses où il y a des troncs assez gros. Alors déjà, vous pouvez faire du bois, alors sans dire de chauffage, mais au moins pour le barbecue. Le tuyau, il va bien pour faire du barbecue. C'est pas bien pour mettre dans une cheminée, mais vous pouvez l'exporter aussi, peut-être le donner à quelqu'un qui en aurait besoin. Ça fait partie des choses qu'on a un peu oubliées. On peut produire chez soi des choses qui vont profiter à d'autres, plutôt que de considérer que c'est un déchet. Et aujourd'hui, on a plein notamment de maraîchers urbains, etc., qui récupèrent les déchets verts des paysagistes pour pouvoir faire leur compost. Donc, c'est juste repenser le processus, la redistribution, c'est ça. Et bon, alors vous avez tous un petit peu ces idées en tête, ça a été bien marqué les 2-3 années précédentes, qu'il fait très très chaud en milieu urbain quand il n'y a pas d'arbres. Il fait vachement moins chaud quand on fait des arbres, quand on a planté des arbres. Et puis il y a aussi l'autre option, c'est on n'a pas eu moyen pour entretenir depuis des années, comme à Kiev, à droite là, à Kiev en Ukraine, où l'entretien des espaces verts c'est proche de zéro. Alors, c'est encore plus efficace. C'est encore plus efficace. Là, en termes de climatisation, c'est formidable. Et heureusement qu'il y a ça dans Kiev, parce qu'il fait très très chaud l'été. Donc la création de petites oasis en milieu habité, c'est quelque chose d'assez simple, avec des choses parfois accidentelles, comme à Paris, là, cette église, je me souviens plus laquelle c'est, mais en prévision de travaux, on a arrêté d'entretenir la zone et c'est devenu un super jardin en fait, qui était vachement plus joli que ce qu'il y avait auparavant, et beaucoup plus que ce qu'il y a actuellement d'ailleurs. Et à droite, une gestion différenciée qui consiste à tout simplement laisser vivre, mais contrairement aux apparences, des choses ont été plantées là, qui étaient des plantes indigènes de façon à pouvoir permettre à certaines espèces d'animaux indigènes de pouvoir venir. Mais ça va être aussi... C'est rigolo ta photo parce qu'il y a un alignement de camions de béton. C'est juste devant une centrale à béton qui est dans le sud-ouest de Paris, ouais. Bien vu. Bien vu. Ah oui, mais c'est terrible. C'est terrible. Mais ça se trouve. Si, ça se trouve. Alors, je blague. Je vais être cynique. Mais il est probable que ce soit passé dans le budget RSE de cette entreprise qui fait du béton, responsabilité sociale et environnementale, qui fait du greenwashing en disant, tiens, on aide la biodiversité juste devant chez nous. On en parlera après. En tout cas, voilà, ça c'est tout bête, mais sur une façade d'immeuble, heureusement qu'il y a ça. Vous avez des oiseaux qui vont pouvoir venir là chercher ce dont ils ont besoin et compagnie. C'est Patrick qui va nous contredire. N'est-ce pas? Ça peut être aussi, en périphérie d'une ville, des zones qui ne sont pas faciles à exploiter, plutôt que de chercher à les entretenir en permanence, comme là en l'occurrence on a une ex-peupleraie, que j'ai incité une collectivité à laisser vivre spontanément plutôt que de venir l'entretenir, et où on a justement un processus de renaturation qui s'opère, avec notamment les peupliers qui étaient très difficiles à exploiter de toute façon là où ils se trouvent, qui meurent les uns après les autres et qui constituent une énorme biomasse, notamment du bois qui permet de conserver de l'eau et de l'humidité, qui va faire apparaître des champignons, qui va faire la chaîne dont on parlait il y a 5 minutes. Ça va être les murs à pêche à Montreuil. Voilà, c'est quand même assez phénoménal. Ça va être aussi concevoir différemment. Et là c'est le boulot de paysagiste ou de jardinier. Je suis allé faire ça sur un site industriel, dans le budget RSE de ces industries. En l'occurrence, je l'ai fait parce que des gens extrêmement motivés en interne, 12 salariés, voulaient absolument rendre le site de leur usine plus propice au retour de la biodiversité. Et je voulais pas y aller, je déteste l'industrie agroalimentaire, très fort. Très très fort, et ces gens m'ont touché, et quand j'ai vu ce que d'autres entreprises proposaient de faire, j'ai dit je peux pas vous laisser comme ça. Et donc on a lancé un processus en mélangeant des plantes ornementales et aussi en laissant revenir la flore spontanée. Ça c'est les débuts d'un labyrinthe que j'ai fait au château du Fay en Bourgogne, un labyrinthe punk en l'occurrence un petit peu. Dans ce qu'on voit là, il y a toute la flore spontanée qui est issue du labour, parce qu'on a quand même labouré, enfin on a retourné, c'était pas un vrai labour, on a travaillé un peu le sol, ce qui a fait remonter des graines qui étaient là depuis très très longtemps, au sein desquelles on a aussi planté des plantes qu'on souhaitait voir par la suite. Ça va être aussi de nouvelles conceptions, comme par exemple Bruxelles, qui a été obligée de revoir beaucoup de choses. Alors bon, on ménage la chèvre et le chou. Sur le compte de la biodiversité, on va faire des belles plantations au milieu de route. Alors le bilan écologique de ces prairies fleuries est très très mitigé. Mais ce qui est bien, c'est que c'est une habituation aussi du public à voir une partie de la flore spontanée réapparaître, parce que les marguerites, c'est une flore qui devrait être là en plein Bruxelles, comme vous l'avez ici à Goualou ou ailleurs. Mais
Bon, voilà, c'est un début. C'est toujours mieux qu'une pelouse tondue, en l'occurrence, dans ce cas-là. Et puis à gauche, vous avez des nouveaux problèmes qui apparaissent dans des grandes villes, suite à l'artificialisation complètement délirante des sols, mais aussi au changement climatique. Et Bruxelles doit gérer des inondations qu'elle n'avait pas à gérer à ce point auparavant, à la suite de pluies diluviennes. Et donc maintenant, vous avez la création de jardins de pluie. Et les jardins de pluie, bon, alors, on conçoit complètement différemment. On prévoit non pas de diriger l'eau à Pétaouchnok, mais de la faire rentrer dans le jardin, en creux. On implante de la flore endémique notamment, où on la laisse réapparaître parce qu'on se rend compte que c'est bien plus efficace pour absorber la flotte à certains moments. Et je m'amuse souvent à montrer ça. Un jour, je suis arrivé chez mes clients, je leur dis voilà, le jardin est fini. Et c'est la réalité, hein. Je ne blague pas. Sauf que, voilà, en 3 mois, ça donnait ça, en 6 mois, ça donnait ça. Voilà. Et avec l'emploi de la flore spontanée qui ne serait pas forcément réapparue si j'avais tout lissé et tout planté avec autre chose. Le résultat est bon, la survie des arbres a été plus efficace, les problématiques liées à l'eau à cet endroit-là, qui est un endroit un peu particulier, ont été gérées parce que c'était imparfait aussi. Et très clairement parce que c'était imparfait. À Liège, un autre dispositif où, pareil, on tend à laisser la nature revenir et en plus, on cède des pieds d'arbres aux citoyens, comme ça a pu être fait à Paris notamment et dans plein de grandes villes. Avec des résultats très mitigés selon les villes et selon les quartiers. Ça dépend de la nature de la conciliation avec les citoyens. Parce que si vous allez faire au pied d'un immeuble haussmannien où il n'y a que des gens très très riches qui investissent dans l'immobilier, un truc où on fait pousser une tomate et puis 2 plantes vertes et un bout de chardon, ça marche pas. Enfin, c'est très clair. Faut pas idéaliser non plus le processus. Et c'est pas l'histoire. Quand tu dis ça marche pas, ça marche pas socialement. Ça marche pas socialement. Donc il y a un rejet du projet. Et donc ça passe sur Saccage Paris, après hashtag Saccage Paris, et donc la collectivité dit non, finalement on vous laisse plus végétaliser les pieds d'arbres. Et le permis qu'on avait fait, il est peut-être pas assez ambitieux ou pas assez au point. Donc ils sont en train de vraiment revoir ce qu'ils ont pu autoriser. Mais il y a des quartiers où ça marche extrêmement bien. Là c'est avenue Daumesnil, à peu près dans le quartier Boboland à Paris, qui marche très très bien. On a des techniques, même les petits jardiniers, chez eux, peuvent faire des trucs très rigolos en gestion différenciée. Et ça coûte rien. Alors, exemple à Liège aussi, d'une autre façon de penser le jardin. J'en ai parlé, je crois, à table hier soir ou hier midi, mais je me suis retrouvé à faire partie d'un jury d'archi, en l'occurrence, pour un lieu qui venait d'être acheté par une coopérative citoyenne en plein Liège. Le quartier, vous voyez les bâtiments, c'est un quartier plutôt populaire, vraiment pas des gens avec des gros revenus. Ils se sont mis ensemble et ils ont acheté la dernière parcelle libre de leur quartier pour être sûr que ce ne soit pas transformé en immeuble. Et donc là-dessus, une association qui a chapeauté, qui les a accompagnés dans l'organisation de tout ça, a créé un concours architectural qui était réservé uniquement à des jeunes architectes pour savoir ce qu'on allait faire de ce lieu. Parce qu'il y a quand même l'objectif de créer, c'était le deal avec la ville, de créer un bâtiment qui serait susceptible de devenir un petit peu une maison de quartier ou une maison des associations sur le reste de ce qui avait été construit. On est encore sur le reste de ce qui avait été construit. À partir de là, voir ce qu'on pouvait faire. Et le processus est très complet et c'est dans la façon de concevoir est très nouvelle en fait. Et en même temps très ancienne. Les Hurons faisaient ça très bien, les Indiens Hurons. Ils faisaient tout collectivement, il y avait des réunions pratiquement tous les jours dans le village pour savoir ce qu'on allait faire, pourquoi et comment. Et c'est une prise de décision pour laquelle les Belges sont très très forts actuellement et servent à former beaucoup de gens actuellement. Enfin, je sais que beaucoup de collectifs que je connais en France vont faire des tours en Belgique pour voir comment ça se passe à droite à gauche, notamment autour des coopératives citoyennes. Les citoyens achètent le truc et ils ont réussi à négocier avec la mairie qu'en fait, une fois que toute l'instruction du dossier était faite, la mairie rachetait l'endroit, une fois qu'on avait validé qu'on gardait bien le jardin et qu'on allait construire un bâtiment qui serait pour le public. Uniquement à l'endroit qui était là. Et ce qui fait qu'il y a des quartiers de Liège qui sont très intelligents en termes de fleurissement et de tout ce qu'on veut. La sylviculture aussi qui demande à être revue complètement, ça marche pas ce qui est à droite. Enfin, c'est pas bien. C'est pas bien, notamment parce qu'on prive le sol d'une ressource extrêmement précieuse qui est le bois mort. Alors, j'ai mis 50 mètres cubes, mais en fait, il faut penser 20% de bois mort. Il faudrait qu'il y ait 20% de bois mort sur une surface donnée dans une forêt pour avoir un renouvellement correct et du sol forestier et de la biodiversité propre au sol et à la forêt. Certaines espèces, selon l'Office fédéral suisse des forêts, ne réapparaissent pas en dessous de 100 tonnes de bois mort à l'hectare.
Pour vous donner une idée, en France, l'ambition chez nous, l'ONF préconise d'avoir un arbre mort d'environ 35 cm de diamètre minimum par hectare. On n'est pas juste à côté. Exemple, forêt de la Massane. La forêt de la Massane, c'est la forêt qui probablement au mètre carré est la plus observée au monde, qui a fait l'objet de plus d'études scientifiques au monde. C'est dans les Pyrénées-Orientales, réserve forêt intégrale, quelque chose de complètement fou. Et j'avais la démonstration l'été dernier. Donc l'été dernier, dans les Pyrénées-Orientales, c'était extrêmement sec. Il n'avait pas vu d'eau depuis le mois d'avril, et encore en des quantités très très faibles. Et là, j'y étais fin août, avec des canicules comme il avait rarement vu, voire jamais vu. Et là, on va voir cet arbre mort. Hein, il me dit, voilà, parce que cet arbre est très gros, on trouve le pic prune, qui est un coléoptère qui permet de temps en temps d'interdire des projets autoroutiers, qui est très intéressant. Et il dit, parce qu'il y a le pic prune, à l'intérieur, on va avoir une pourriture cubique qui va pouvoir se développer, puis ça, puis des animaux qui vont manger. Et puis là, fin août, on gratte le truc, et puis on voit de l'eau qui coule. De l'eau liquide qui coule, fin août, à un endroit où il n'avait pas plu depuis des mois, un endroit très très exposé à la chaleur et à la sécheresse. Donc voilà à quel point c'est important. Ça, c'est de la résilience, en fait, que d'imaginer laisser des trucs mourir. Le sol, c'est ça aussi. Hein. Ça vit bizarrement. Et bizarrement, dans un sol aussi aride que ça, on arrive à faire pousser des haricots. Enfin, des petits pois, en l'occurrence. C'est se dire que le moindre petit bout de bois qui va traîner dans le sol, bah, vous allez avoir des filaments mycorhiziens, c'est-à-dire des champignons qui vont apparaître, qui vont contribuer à la vie. Voire dans un sol extrêmement dur, vous avez des petites abeilles, des osmies grandes comme ça, qui vont creuser des terriers. Et les osmies, elles sont extrêmement précieuses. Vous n'avez pas des zones arides et un petit peu dénudées, bah vous n'aurez pas d'osmies. Ça inspire des gens d'ailleurs. Ça, c'est inspiré de l'intermitière. C'était un jardin à Chaumont, c'était il y a 2 ans ou l'année dernière, je ne sais plus. Voilà, fait avec de l'argile et un peu de paille, hein, en théorie. Et c'est certainement sur une structure d'osier, puisqu'on voit une bouture qui repart. On a vu le même problème sur notre jardin. Ça, c'est inspiré des termitières. Les termitières, c'est ce qui a inspiré la technique du zaï, notamment au Sahel, qui est une culture pour le mil ou d'autres céréales, qui consiste à faire venir les termites. C'est bizarre, on se dit c'est bizarre, les termites, termites, contrairement à ce qu'on pense, ça ne mange pas de bois. Les termites utilisent du bois pour faire pousser des champignons. Donc, on fait notre petit trou en creux, là, comme ça. Enfin, il y a plusieurs techniques de zaï, mais il y a notamment celle-là. On fait un petit trou en creux, on met notre petite graine de mil, puis on va chercher les petits bouts de bois, puis on les met à côté. Les termites viennent, commencent à chercher le bois, on commence à creuser la termitière, qui va pouvoir être sur toute la surface de la culture, parce que c'est très souterrain, et va créer ces petits monticules, plus ou moins hauts selon les cas. Mais ces monticules, ils sont climatisés. Parce qu'on ne cultive pas un champignon dans un endroit où il fait 40 degrés l'après-midi. Donc vous avez une température absolument constante, de jour comme de nuit dans une termitière, qui pousse au pied d'un mil, dans laquelle les termites ont fait en sorte de générer suffisamment d'humidité pour que le champignon pousse. Tout ça en transformant la matière organique, qui est donc biodisponible pour le mil. Et ça, c'est inspirant aussi aujourd'hui, notamment pour l'habitat, où des gens, des jeunes archis, des jeunes designers, surtout des jeunes, mais bon, pas que, s'inspirent énormément de ce que fait la nature. C'est ce qu'on appelle le biomimétisme pour pouvoir créer des nouvelles façons d'habiter. À droite, on a quelqu'un qui participe cette année au Festival de Chaumont, qui s'appelle Évore, à Nantes, qui a créé un jardin complètement dingue dans une cour d'immeuble, dans des pots. Tout ce que vous voyez est dans des pots. Et vous êtes dessous, comme dans la forêt vierge. C'est extraordinaire. D'ailleurs, ce qui est amusant, c'est qu'en plus, ça a augmenté la valeur immobilière de l'endroit qu'il habitait. Et cet immeuble qui valait vraiment pas grand-chose, maintenant, les appartements, ils me disent, se revendent à prix d'or. Alors que c'était vraiment nul quand il arrivait. Vraiment nul. Voilà aussi la façon de construire à plusieurs. Pourquoi? Avec des petits moyens. C'est un bâtiment qu'on est en train de construire en torchis. C'est quoi? C'est de la terre, de la paille. Ça, c'est quand même pas très compliqué. Alors, il faut prendre garde aux idées reçues aussi. C'est-à-dire que, un peu comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas effacer tout de l'humain, il ne faut pas tout perdre. Ce n'est pas parce qu'on sait faire différemment que ça, c'est que nul. Non, ça a aussi ses avantages. On ne nourrit pas la même quantité de personnes avec des arbres qui poussent tout seuls sur un tronc au milieu de nulle part que très alignés, très très serrés, en très grande densité. On aura beaucoup plus de fruits là. Donc si on a vraiment besoin de nourrir beaucoup de monde, il va falloir mixer les modalités. Et il n'y a pas une solution technique, il y en a plein. Et elles s'appliquent chacune à des cas qui sont particuliers. Mal, je l'aime. C'est ma paysagiste anarchiste. On est dans la forêt de la Massane, justement, réserve intégrale, normalement interdit au bétail. Et en fait, ils font semblant de ne pas en voir parfois du bétail qui s'échappe et qui vient dans la forêt, parce qu'ils se sont rendus compte que les bovins étaient très très importants pour le renouvellement
du sol et pour la réapparition de certaines espèces. Et parce qu'ils ont quelques bovins qui viennent de temps en temps chier dans leur forêt, ils peuvent s'enorgueillir d'avoir la plus grande population de bousiers d'Europe en termes de biodiversité. En termes de diversité, pardon. Et se rendre compte que certaines plantes ne réapparaissent pas sans avoir un sol très fortement enrichi à un endroit particulier qui n'est pas à l'échelle d'une petite crotte de lapin. Voilà, il y a toutes les pistes sociales culturelles, j'essaye d'aller vite, je suis désolé, hein, je vois Bob qui se déconfie en se disant qu'il va falloir qu'il accélère. Il y a plein de choses qui peuvent se faire aujourd'hui, les achats collectifs, les coopératives citoyennes qui permettent, par exemple, d'acheter des forêts pour les sanctuariser ou pour les exploiter différemment. Mais aussi, on a pu voir, il y a un fonds de dotation qui s'appelle Graines de moutarde en Bretagne qui regroupe de l'argent pour parfois acheter de la forêt, mais aussi parfois acheter des terres agricoles pour les céder à un maraîcher qui a besoin de s'installer. Ou parce qu'une collectivité a besoin d'installer quelqu'un, mais n'a pas forcément les moyens de racheter les terres ou de préempter. Enfin, il y a plein de choses comme ça. C'est important de créer de nouveaux imaginaires glorieux et qu'on arrête de se dire c'est super, un gamin qui est capable de tuer un taureau, par exemple. Il devient un petit peu urgent de changer de référentiel, me semble-t-il. Par exemple, ça, on a un petit peu tout là, sur la photo de gauche, c'est terrible. À droite, c'est absolument affreux. C'était la réponse à « Dessinez-nous votre utopie » à un groupe de gamins. Il n'y a pas une fleur, il n'y a pas un arbre, il n'y a pas un papillon, il n'y a pas un oiseau. Bon, ils étaient dans le centre des arts numériques, certes, mais... Peut-être qu'il fallait leur expliquer non, mais c'était quoi une utopie aussi. Non, mais il leur expliqué que c'était qu'une utopie, c'est comment vous imaginez le monde génial de futur. Et là, j'ai fait le même exercice avec des gosses, mais je leur ai dit, imaginez votre cours d'école idéal, ils ont tous mis du vert. Hein, mais c'est ce que j'allais venir à dire. Excusez-moi, madame, vous êtes absolument très très désagréable, en plus d'être réveillé tard. Il y a le soleil qui est noir en plus et qui darde des rayons très très violents juste au-dessus de l'usine volante. Non, mais le contexte dans lequel on raconte l'utopie, justement créer un univers, recréer. Alors on n'arrête pas de parler du récit, créer un récit du nouveau monde et du monde d'après, de tout ce qu'on veut. Mais en tout cas, voilà, ces gamins n'ont pas imaginé la perspective qu'à l'endroit où ils étaient, l'utopie qu'on leur demandait devait ressembler à autre chose. Parce qu'ils n'ont fait que répondre à quelque chose. Est-ce que c'était leur vrai souhait ? Leur but, c'est de montrer qu'ils avaient compris l'endroit où ils se trouvaient. Encore une fois, le centre des arts numériques. Ça, c'est un idéal. Et maintenant, on peut le relire comme ça. Et c'est ça qu'on s'amuse à faire en fait aujourd'hui. On essaye de ramener de la joie aussi dans la façon de comparer les choses. Et ça fait partie de la recréation des imaginaires. Le biais culturel est très très important parce qu'on a tous les outils, on en parlait encore hier soir à table, on sait faire peur aux gens, on a toutes les informations qui sont absolument édifiantes d'un point de vue de la peur. On sait exactement toutes les raisons qu'on a d'avoir peur de ce qui se passe aujourd'hui et de ce qui va se passer. Maintenant, il faut qu'on essaie de rendre ça un tout petit peu désirable parce que personne ne va changer en disant même si on change, c'est pas sûr qu'on arrive à quelque chose de désirable. Là, au moins, il faut qu'on s'amuse. Donc, on se moque beaucoup et on va balancer des bombes à graines, comme disait Bob. Avec les mômes, c'est un truc qui se fait beaucoup. On a une friche, on a un endroit, on a un champ où on met que des OGM, on met la terre, de la graine avec des choses qu'on veut pas, puis on les met dedans. C'est de se rappeler qu'un gamin c'est fait pour grimper dans les arbres et pas forcément que pour jouer au foot. C'est de se dire que c'est très héroïque pour une petite fille d'aller caresser un serpent, pas même pareil que pour un petit garçon, et en plus de lui dire qu'au passage c'est pas un serpent, c'est un orvet, c'est-à-dire un lézard sans pattes. mais en tout cas, c'est recréer aussi une forme d'héroïsme du quotidien qui est assez facile. Et puis se retrousser les manches. La voie institutionnelle existe. Il y a l'Agence française de développement qui a des objectifs qui sont extrêmement louables, qui vont exactement dans le bon sens. Après, la lecture de l'objectif ne va pas forcément donner le même résultat selon ce qu'on promeut, selon les réflexes aussi. Est-ce qu'on pense que c'est important de passer par l'agro-industrie pour résoudre le problème alimentaire ou est-ce qu'on pense qu'il faut absolument aider les paysans à se réinstaller et en recréant un tissu local, ce qui est beaucoup plus énergivore d'un point de vue humain, pas forcément en termes de dépenses énergétiques, quoique, mais c'est autre chose. En tout cas, la volonté existe, même de façon institutionnelle. On a aujourd'hui les projets alimentaires territoriaux qui se déploient sur tout le territoire, qui vont prendre plein de formes. Hein. Ça va être protéiforme là aussi. Il y aura des choses, évidemment, qui ne seront pas très, très
souhaitable parce que les chambres d'agriculture sont toutes tenues par la FNSEA, parce que plein de choses comme ça. Mais il y a une véritable volonté qui est on ne peut plus sincère des collectivités qui se retrouvent complètement désemparées, notamment parce que 3 jours d'autonomie alimentaire pour Paris et 7 pour Bordeaux. Mais des petites communes rurales, moi je viens de petites communes rurales dans l'Yonne, où on a des champs à perte de vue tout autour et rien pour nourrir les gens qui vivent là. Parce que les champs, ils partent à faire de la bière, ils partent à faire de l'énergie et ils partent à nourrir du bétail, qu'on mange même pas sur place parce qu'il n'est pas produit là. Voilà, c'est passé par l'exemple de Mouansartou, qui est quand même le truc phare en France, la ville en transition qui a réussi pour l'instant le mieux à développer cette autonomie alimentaire territoriale, à résoudre ce problème. On a aussi Grande-Synthe dans le Nord qui est assez exemplaire là-dessus. Et donc on produit la nourriture pour toutes les cantines scolaires et en plus on intègre les mômes au processus. Ça va être le Edible Schoolyard Project aux États-Unis, à droite, qui est lancé déjà depuis de nombreuses années, qui a inspiré, je crois, un peu la démarche de l'école comestible portée par Camille, qui n'arrête pas de m'embêter, dont on voit les images en bas, qui consiste aussi à remettre les gamins de la graine à l'assiette et de leur expliquer que voilà, ça ne pousse pas tout seul, il y a des saisons, que ce truc-là que tu ne connais pas, en fait, c'est un super légume et qu'il est super bon quand tu as appris à le cuisiner, et qu'il est bien meilleur qu'en barquette ou que ton hamburger surgelé. C'est aussi recréer au passage, ça permet de recréer des îlots de fraîcheur dans les cours d'école. Ça permet de créer des endroits où l'eau va pénétrer. Ça permet de ramener de la biodiversité. Donc en fait, c'est multivertueux. Le côté institutionnel aussi, c'est par exemple des combats comme celui du Parlement de la Loire, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui consiste à essayer d'imaginer, de donner à une entité telle que la Loire et ce qu'elle contient, un statut juridique qui soit celui d'un être vivant. On a un exemple en Nouvelle-Zélande avec un fleuve qu'on a reconnu comme étant un être vivant. Et donc toutes les atteintes environnementales de type pollution, dégradation, etc. sont considérées comme une atteinte à une personne. Et ça passe aussi par vendre son âme au diable parfois. Le pari de Faust. Le pari de Faust. Les chasseurs, est-ce que c'est mal, est-ce que c'est bien? Alors, techniquement, on n'a pas besoin de la chasse. Techniquement, la chasse de loisirs est une aberration. Techniquement, aujourd'hui, l'essentiel des reboisements et des reconstitutions de haies sont produits par les chasseurs. C'est imparable. Ils ont énormément de moyens. Alors après, c'est pour défoncer des animaux, mais objectivement, ils contribuent très très fortement à maintenir certains milieux, et notamment dans les milieux humides. Alors pour tirer du canard, des fois ils vont lâcher du canard par milliers juste pour leur tirer sur la tronche. Mais moi, ça m'a permis par exemple d'intervenir sur des propriétés pour transformer des étangs carrés où on faisait des carpes en ça. Et je peux vous assurer qu'en termes de biodiversité, en termes de cycle de l'eau, en termes de beaucoup de choses, il y a un monde entre les deux. Ça n'aurait pas été des chasseurs, il n'y avait pas possibilité de faire ça. On avait juste un trou d'eau avec des carpes. C'est ça, vendre son âme au diable. C'est dire que, par exemple, là, la belle décharge que vous avez à droite est aussi réserve LPO. C'est pas un mensonge. Avec les petits panneaux, avec la petite roselière au-dessus. Là, en dessous, vous avez des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de détritus. Mais vous avez une roselière qui est à l'abri de ça par des bâches en plastique, parce que tout est comme une cocotte, après c'est scellé, tout ce qu'on veut. Mais ces sites, exactement comme les bords d'autoroute, sont des endroits où il y a une biodiversité dingue. Et le Milan noir, par exemple, est très présent autour de ce genre de lieux. Et cette même décharge est la plus grosse station d'hirondelles de rivage de Lyon. Parce que là où on a creusé, c'était une carrière, vous avez toutes les hirondelles de rivage qui viennent nicher chaque année. Et comme il n'y a pas de chats pour venir les embêter, comme il n'y a pas de gens qui viennent les embêter, elles se reproduisent super bien. Ça n'empêche pas qu'il y a des déchets. Mais comme me disait l'un des administrateurs de cette décharge, il m'a dit « J'adore faire venir les gens », parce qu'il adorait faire visiter sa décharge pour plein de raisons. Il disait, quand il voyait les gens faire « Bah, c'est sale » en arrivant, il disait « Oui, enfin, c'est les vôtres. Hein. » C'est vous qui me la remplissez, la décharge. Moi, je m'en fous si j'ai plus de boulot demain parce que personne ne fait de déchets. Mais là, c'est vous qui les faites. Voilà. Et donc le même genre d'endroit où on va continuer, où je suis intervenu pour recréer des nouveaux types de milieux parce que c'était un endroit très propice en fait. L'activisme, ça peut être rigolo aussi. Je suis passé vite. Évidemment, mais c'était un fake. L'autre était un activiste aussi. Mais en tout cas, voilà, l'activisme est une des voies. Et aujourd'hui, même les scientifiques sont assez clairs là-dessus. Même dans le dernier rapport du GIEC, il est intégré le fait que l'activisme sous différentes formes est une
des modalités pour résoudre le problème climatique. Et là, les scientifiques en rébellion sont de plus en plus nombreux, de plus en plus imposants même dans le discours général de lutte environnementale. Par activisme, vous voulez dire vraiment l'affrontement ? Pas forcément l'affrontement, il y a plein de formes d'activisme. Voilà, les scientifiques ne sont pas forcément dans l'affrontement, ils vont manifester. Ça va être Non, les manifestations sans affrontement, c'est compliqué quand même. Ah, ça devient très compliqué, on est d'accord. C'est des mesures qu'on essaie de nous imposer, refuser des actes qu'on essaie de... Vous êtes déjà allé en manifestation ? Non, mais c'est pas en opposition ce qu'elle est en train de dire. Elle est en train de définir ce qu'est l'activisme. L'activisme, ça peut être de la tractation, ça peut être du lobbying, ça peut être plein de choses. Dans le même temps que les soulèvements de la Terre vont aller organiser un truc contre les méga-bassines et se prendre des gaz et des bombes et tout ce qu'on veut, il y a aussi des gens qui font partie des mêmes différents corpus qui sont actifs là-dedans, qui vont à Bruxelles pour essayer de négocier des choses. C'est une forme d'activisme aussi. Oui, je vois bien, mais du coup, on fait quoi si à chaque fois qu'on va en manifestation, on se fait taper dessus ? Ah bah là, j'ai pas de réponse. Hein. J'ai pas de réponse. Le problème, c'est qu'on est dans une situation qui est celle-là. C'est-à-dire que l'activisme mène régulièrement à l'affrontement, et plus la coercition est dure, plus l'affrontement est fort. C'est clair. Sauf si on démotive les gens, ce qui est un petit peu la politique actuelle, en fait, c'est que la coercition est aussi forte dans le but de décourager l'activisme. Ce qui est assez efficace, hein, soyons clairs. On n'a pas envie d'avoir 200 blessés à chaque fois qu'on organise un truc. Et voilà, ça aussi, c'est un type d'activisme. On parle de cercle de silence, on parle de marche silencieuse, on parle de sitting, on parle de blocage. Un blocage d'autoroute, ça en fait partie. Là, à gauche, on en parlait avec notre ami qui vient des États-Unis hier, avec le Little Rock aux États-Unis, où toutes les tribus amérindiennes locales concernées, je crois que c'est principalement des Sioux ou c'est des Lakota, je me souviens plus, qui se sont regroupés, qui ont empêché l'installation d'un pipeline, qui se sont battus comme très rarement on s'est battu aux États-Unis. Et ça peut être des choses qui sont finalement très pacifiques, il n'y a pas d'affrontement quand on s'attache autour d'un arbre. On va se faire déloger, mais voilà. Il y a toute la désobéissance civile, la désobéissance pacifique qui existe aussi et qui a aussi une autre forme d'efficacité. Voilà. Et expérimenter, ça fait partie des dispositifs aussi. Là, il y a un truc dont on est sûr, c'est qu'on ne sait rien. Le monde qui vient, on ne sait pas de quoi il est fait. On a 2-3 certitudes qui ne sont pas cool, mais globalement, on n'a pas les détails. Et il va falloir s'adapter en permanence. Par exemple, le climat, on ne sait pas s'il va être... le réchauffement climatique global ne va pas forcément nous amener que de la chaleur. On le sait. On a un régime de mousson qui peut peut-être s'installer. On a peut-être le Gulf Stream qui va tellement réduire que dans 100 ans, ici, il fera le même climat que l'autre côté de l'Atlantique, qui n'est pas franchement aussi favorable en hiver. Et tout ça, il faut qu'on apprenne. Il faut aussi qu'on se rappelle que dans le temps, on a fait différemment. Encore une fois, 19e siècle, même la ville était très productive. Tous les murs bien exposés, pratiquement, il y avait des arbres fruitiers pour nourrir les gens. Enfin, c'était clair. Avec des techniques extrêmement pointues. On arrivait à greffait dans les vergers des boutons sur les arbres qui n'en avaient pas assez. Donc on augmentait la productivité à l'extrême. Ça, c'est peut-être des choses qu'on sera obligé de faire justement pour résoudre toutes les problématiques alimentaires territoriales. Voilà, bon, je passe vite. Ça va être la création des baissières aussi pour retenir l'eau. Voilà, avec un exemple là. Ça va être ça. On s'amuse bien dans notre jardin, à l'Aile de Morgon, où on expérimente des choses, on essaie de voir ce qui va être faisable en fait. Et puis se rappeler que la diversité, c'est aussi la complexité et que ça passe aussi par des savoirs. Entendre Patrick Blanc hier vous citer tous les noms des plantes que vous n'avez jamais entendus de votre vie, avec des noms d'organes que vous n'avez jamais entendus de votre vie, ça vous rappelle quand même qu'il y a des savoirs qui sont là, qui existent et qui sont peut-être importants à certains moments. Et voilà. Et enfin, admettre donc vraiment ça va venir vite. Admettre la vulnérabilité et l'interdépendance, ce qui signifie aussi prendre soin de tout, hein, des gens notamment. Et là, c'était un centre, c'est à Charleroi, c'est à côté de Charleroi. C'est un endroit où, par le biais de la permaculture notamment, on retape des gens qui sont très esquintés. Et savoir prendre soin des plus vulnérables, en fait, fait partie des enjeux de la société. Le jardin thérapeutique. Mais si on parle que des jardins, on va aussi avoir, il y a encore des gens qui nourrissent les gens dans la rue aujourd'hui, et de plus en plus. Il y a des gens pour le faire. Mine de rien, c'est pas rien. À gauche, les fraternités ouvrières à Moucron, un endroit légendaire où des gens
ont mis en œuvre le fait de mutualiser les achats de semences pour que les gens qui dépendent de leur jardin pour se nourrir puissent acheter des semences à un prix acceptable. Entre autres, le bois des Malassis, ça c'est un exemple avec des gens qui prennent possession d'espaces dans l'espace urbain pour les rendre plus vivables. Et puis de temps en temps, il faut savoir perdre, parce que dans l'avenir, on ne va pas avoir le choix. Et toute forme de vie, en fait, à un moment, elle perd. Vous avez l'épervier qui chope un pic et pêche, c'est dommage pour le pic et pêche. En fait, au final, c'était dommage pour l'épervier parce qu'il l'a perdu. Je n'ai pas la photo du pic et pêche qui se sauve, mais c'est ça aussi, c'est savoir perdre. Il faut imaginer que les prédateurs, s'ils étaient absolument performants, il n'y aurait plus rien sur Terre. Alien, c'est pas possible. Vous pouvez voir Alien tranquille, ça n'existera jamais. Un prédateur qui serait aussi performant comme ça sous-entendrait l'extinction de la vie. Donc il faut que ça marche pas. Et dans tout ce qu'on va faire, en fait, dans toutes nos tentatives, on va se foirer à certains moments. Donc la résilience, c'est quoi? C'est la continuité et impermanence. C'est planifier l'implanifiable, transformer, évoluer, adapter, s'adapter. Sans oublier de rire et de s'émerveiller. Et puis, il ne faut pas négliger de lutter contre tout ce qui fait qu'on est obligé d'être résilient. Et c'est un peu ça le problème, en fait. Voilà. Et je m'arrête là.